Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain, Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Salut! Bonsoir. Bonsoir. Écoute, ça va être un épisode un peu spécial parce que là, on a parlé de Star Wars pendant presque un épisode complet. C'était l'épisode spécial de la semaine de v'là 2 semaines. Ouais, exactement. 2 semaines, ouais. V'là 2 semaines. Donc, on a parlé de cinéma. Les gens, je pense, ont apprécié. Puis, hey, je veux saluer. Puis, c'est Jean-Nic qui me faisait remarquer ça hier, de prendre le temps de saluer nos nouveaux auditeurs qui non seulement sont plus nombreux, mais interagissent beaucoup avec nous. Oui, C'est vraiment. plaisant. On aime ça, vous Effectivement, entendez. Oui, continuez de nous écrire, de nous parler, de nous poser des questions. On tripe, c'est pas mal le fun. C'est le fun de vous répondre, puis c'est vraiment le fun de découvrir ça, parce que bizarrement, Star Wars a attiré beaucoup l'attention, parce que veux pas, c'était un film polarisé. C'est qu'il y a des gens qui ont fait des recherches sur des podcasts qui en ont parlé, puis ils nous ont trouvé comme ça, puis c'est vraiment merveilleux. Il y en a même un qui s'est retapé, je pense, les 2 ans et demi ou presque des Injustes. Écoute, il faut le faire. Oui, il se fait un marathon. Il s'est fait un Puis marathon. on le voit qu'il y a des gens qui sont en marathon sur nos épisodes parce qu'on voit que Ça augmente. ça augmente, oui. Puis c'est le fun parce que vous nous dites souvent, le commentaire qui revient, c'est j'aime votre chimie. D'ailleurs, d'abord, merci. Je pense que j'ai les bons gars devant moi, puis j'espère que vous m'appréciez autant, les gars. En tout cas, peu importe. Et deuxième chose qui revient souvent, c'est vous me faites découvrir des trucs. Puis ça me fait plaisir parce que on se fait découvrir des trucs. On fait juste vous le partager une fois qu'on les a découverts. Oui, effectivement, puis je me sens moins coupable de voir mon compte en banque diminuer avec tout ce que j'achète à chaque mois. Et là, vous allez comprendre avec l'épisode qu'on va faire que ça nous a coûté cher sacrement dernière fois. Puis à ceux qui commencent au début, lâchez pas, parce que tu sais, l'Empire contre-attaque des Injustes, c'est vraiment quand j'arrive. Là. Oh, il y a un épisode à m'amener où Jean-Nic arrive. Là, c'est le bon moment de décrocher. Là, ça chiffre de guerre. Oui, parce que tout de suite après, c'est les Ewoks. Ça fait Ouais, que c'est ça. Non. On parle pas de la prélogie, hein. Le bout de ce que c'est moi tout seul. Ouais, mais tu parles de ça, la prélogie, là, mais ils ont confirmé que Jar Jar Binks allait apparaître dans le show de Kenobi avec une barbe. Oui, j'ai vu ça. Ça va être mauvais? Faites pas ça. Quoique, il y a un beau potentiel de reprise pour un personnage comme Jar Jar. Un directeur qui veut se faire plaisir, là, qui se donne comme mission de refaire revenir ce personnage-là. Un personnage qui est repentant puis qui réalise qu'il a fait tomber la République en mettant Palpatine à la tête de tout. Tu sais, un gars qui file vraiment pas, là. Ça peut être bon. Oui. Être bon. Bref, continuez de nous suivre. Puis j'espère qu'on va vous faire découvrir plein de trucs encore aujourd'hui. On a une liste, écoute, que ça n'arrête plus. J'ai même des injustes, parce que vous êtes des injustes aussi si vous nous écoutez, qui nous ont écrit, qui sont allés acheter des comics, puis qui nous ont publié l'image des comics qu'ils sont allés chercher après avoir écouté ce qu'on avait à dire. Écoute, je sais pas comment vous dire merci. Je trouve ça tellement génial. Puis on est au Saguenay, c'est une petite communauté, puis on est conscient que les comics se font en anglais de façon majoritaire, puis que là, il y a de beaux efforts qui sont faits en français, puis c'est toi qui me l'as fait découvrir, Pat, avec Urban's Comics, puis l'autre, chez Marvel, c'est Panini. Puis tu sais, il y a des efforts qui sont faits, puis j'ai vu, entre autres, un gars que je salue, Cédric, qui nous a envoyé une image de Justice League, New 52 en français, puis il l'a acheté pour son gars, puis lui aussi, il trippe. Puis, garde, c'est notre paye. Oui, tout à fait. Alors, continuez, puis on aime vraiment ça quand vous nous parlez. Exactement. Hey, gros show aujourd'hui qui va beaucoup parler de comics. On s'est gardé un petit segment pour parler de télé aussi. Et il y aura nos poisons, évidemment, à la fin de l'émission. Puis je vous dis beaucoup de comics parce qu'on en a lu et ça nous a coûté cher. Merci, Alan. Merci. Écoute, je pense que ça m'a coûté 100$ de comics. Comme moi, je vais le dire. Si vous ne voulez pas le dire, moi, ça m'a coûté 100$. Mais tu sais, il y a des comics où je faisais comme « Oh mon Dieu, je comprends pourquoi on met de l'argent là-dedans. C'est tellement une forme d'art que j'apprécie. » Puis il y en a d'autres qui me font remettre la vie en général en question. Non, mais il y en a que j'ai lu. Il y en a que j'ai lu et que j'ai fait voir. Il y a un numéro, moi, j'aurais changé l'huile de mon char. Moi, il y en a un avec lequel j'ai encore dans l'idée de peut-être partir un feu cet été avec. Je vous en reparle, là, mais peut-être qu'il va servir de papier d'allumage. Puis pire que ça, on va parler de Marvel aujourd'hui. Oui, on va parler de Marvel, mais avant toute chose, on va commencer à parler de Marvel, mais on va parler du MCU, on va parler de Sony, on va parler de Disney, on va parler de la bande-annonce qui est sortie tout juste aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent là, au premier jour de l'enregistrement. Morbius,
Donc, la bande-annonce est sortie avec Jared Leto. Moi, je dois vous dire que si Joaquin Phoenix est le Némésis d'Alan Lévesque, Jared Leto est le mien. Là. Ben, moi, Jared Leto, c'est comme une grosse gastro, mais bon, en tout cas. Je suis pas capable de ce gars-là. Honnêtement, je suis vraiment pas capable. Mais le gars est capable, malgré le fait qu'il m'énerve et qu'il me donne mal au ventre, il est capable de certaines très, très bonnes interprétations. Ah oui. Donc, Requiem for a Dream. Oui. Puis, oui, définitivement. Ben, Puis, dans Blade Runner, il était... Cependant, Ouais. Franck, je peux te poser une question? Si pour Blade Runner, il a passé 3 mois à vivre comme un aveugle, là, il a vécu pendant combien de temps comme un estropié pour faire ce rôle-là? puis Ouais. combien de chauves-souris il a mangé? Ouais, ça, c'est l'autre affaire. Mais Peut-être qu'il écoutait du Alice Cooper. peut-être qu'avant, pour ceux qui sont moins familiers comme moi, puis Jean-Nic, mettons, parce que Jean-Nic, tout ce qui est de Marvel, il écoute plus, il a 2 doigts dans les oreilles. Non, je te connais bien, Morbius. J'écoutais la série animée des années 90 D'accord, de Spider-Man. je vais faire un résumé. Spider-Man! C'est pas contre Blade. Je vais faire un résumé qui est assez simple parce que Spider-Man, dans le temps, vu que c'est un personnage qui avait été créé par la génétique, puis c'est une époque où ce que Marvel puis beaucoup d'auteurs tripaient sur la génétique et que tout était possible de créer des mutants à partir de ça, c'est tout simplement ça. C'est un gars qui avait une maladie, qui a trouvé qu'il y avait une gène. C'est parce que possiblement quelqu'un a lu dans une revue de science qu'une chauve-souris avait tel trait génétique, c'est qu'il a fait ça fait que lui, ça pourrait peut-être guérir sa maladie, ça fait qu'on va mélanger ensemble puis ça va devenir un vampire. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est un peu le vampire expliqué par la science. Ouais, exactement. C'est le commun du 3/4 des vilains de Spider-Man. C'est du monde qui font des expériences sur la génétique et ça se vient contre les autres et deviennent comme des amalgames. Un peu, dans le fond, soit. T'allais Et ajouter, Jean? je vous envoie la question, les gars, qui connaissent un peu mieux, parce que moi, comme je vous dis, tout ce que je connais du personnage de Morbius, c'est la série animée des années 90. Puis de ce que je me rappelle de cette run-là, c'est que le personnage était un vilain, mais il devenait pas nécessairement un anti-héros. Il affrontait Spider-Man, il affrontait Blade, puis il me semble qu'à un moment donné, il trouvait un moyen de le guérir, puis il redevenait un scientifique normal, mais ça va être quoi le spin autour du film? Comment tu peux faire un anti-héros avec ça ou qu'est-ce que ça va raconter selon vous? Ça sera pas un anti-héros. Je pense qu'ils feront pas la même chose qu'ils ont fait avec Venom parce que Venom, au départ, était pas supposé d'être un anti-héros. Mais vu qu'ils ont retravaillé ce scénario puis ils ont comme switché un peu parce que on va revenir sur le point du pourquoi que ça sera pas un anti-héros pour celui-là bientôt. Venom, il savait pas ce qui s'en allait, puis il savait pas où allait être la continuité. Il ne pouvait pas d'en faire un vilain pur. Puis de toute façon, Venom n'a jamais été un vilain à 100%. C'est juste quelqu'un qui mange les humains parce qu'il en a besoin. C'est sa nourriture, par défaut. Tandis que là, Morbius, avec l'ouverture qu'on a vue dans la bande-annonce qu'il y a, on voit plus un Sinister Six qui se bâtit. Donc, on voit un vilain qui est en train de se créer. Oui, c'est un vilain. Je pense qu'on va... Est-ce que... là, les vilains ont la cote. Est-ce que c'est un... Réponse. Je veux pas le comparer à Joker. C'est pas le même style de film du tout, mais c'est un peu la twist. Il sera pas fin. Là. On l'aimera pas puis on trippera pas dessus. Là. C'est vraiment un film de vilain. Il est vilain. Ben, possiblement un vilain, mais il faut toujours comprendre la mentalité de Morbius. C'est que le scientifique essaie de se guérir une maladie qu'il a. En son fond, il n'est pas vilain, mais il a une soif de sang. Oui, parce qu'il n'était pas toujours nécessairement vilain, Morbius. Il a fait partie des Midnight Suns. Les Midnight Suns, là, c'était plusieurs séries avec des anti-héros, des anti-personnages là, qui étaient reliés ensemble dans les années 90. Là, ça avait fait un gros tabac, ce Midnight Sun, avec Ghost Rider qui était là-dedans. Tout ça. OK. C'était écœurant. Et c'était comme le retour de saga d'épouvante, de créatures qu'on pourrait considérer mystiques ou mauvaises ou dark, mais qui se battaient contre plus dark encore qu'eux autres. Donc, c'était quand même pas mauvais. Là. Ben, moi, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, j'ai une belle curiosité. Mais maintenant, au-delà de l'histoire de Jared Leto, il y a tout ce que j'appelle le compliqué puis ce qui nous intéresse dans les batailles de studio. Là, parce qu'on a vu dans la bande-annonce, je vais juste finir le point, on a vu un poster de Spider-Man, donc on sait que l'univers acknowledge que Spider-Man est là, ce qu'ils n'ont pas fait dans Venom. Et ce qu'on comprend à la fin de la bande-annonce, c'est que, puis le spoiler, ceux qui ne l'ont pas vu, mais désolé, Michael Keaton est dans le film dans son rôle de Vulture de Spider-Man Homecoming. Adrian Toom. Exactement. Ouais. Mais c'est ça qui arrive, parce que c'est pour ça que je parlais tantôt Venom, il n'avait pas pu en faire un vilain pire, parce que il n'y avait pas encore l'accord de Disney pour rattraper leurs personnages. Mais quand ils ont fait, Disney a fait leur deuxième film, les droits revenaient à 100% Far From Home, après Far From Home à Sony. Mais Marvel voulait faire un troisième film, puis là, c'est là qu'il y a eu l'espèce de schisme qui s'est passé. C'était cet été, là. C'était cet été où tout le monde a paniqué un peu, ça a brûlé les internets. Puis là, quel monde il avait vu que le deal s'était fait, puis le monde a fait « Disney a gagné ». Moi, j'ai toujours dit « Je suis pas sûr, je pense que Sony a gagné, puis que Disney a fait « J'ai pas le choix ». Donc, les deux univers vont cohabiter?
Ils vont cohabiter. Déjà qu'ils parlaient qu'il allait possiblement avoir un caméo de Tom Holland dans Venom 2. Ça se demandait si on le verra pas dans Morbius, dans la scène post-crédit, parce que là, même J. Jonah Jameson est confirmé possiblement être dans le film, mais on verra possiblement pas. Mais on va peut-être voir un glimpse de Spider-Man. Jean-Nic? Je veux un caméo d'Andrew Garfield pour rendre ça encore plus complexe. Ouais. Ben, c'est parce qu'on avait la discussion, puis tu sais, Alan, moi je comprends toute l'histoire de la business, mais tu sais, l'auditeur, comment le spectateur qui va se rendre au cinéma, tu sais, puis il y avait une confusion dans la bande-annonce, tu sais, le suit qu'ils ont utilisé pour Spider-Man, ce n'est pas celui de Tom Holland. Pourtant, on voit un méchant qui a utilisé dans la saga de Tom Holland. Ils l'ont fait de façon volontaire, probablement, tu sais, c'est pensé, ces affaires-là. Et je me demande si c'est pas un peu complexe pour l'auditoire de savoir. Ben là, on est-tu dans le MCU, on l'est-tu pas, on l'est-tu, on est où, là? Il faut même pas se poser cette question-là, parce qu'en plus, ça revient à un point que tu as souvent chialé par rapport à la bande dessinée. Chialé de l'époque où tu ne fais pas pogner un Spider-Man, un Fantastic Four, un X-Men, pour ce que c'était, en te colissant de l'autre série qui est à côté. T'as un point. Ça fait que, avec ça, c'est parce que Spider-Man peut vivre ses aventures avec les Avengers, mais il peut avoir une autre vie ailleurs. Puis il n'est pas obligé de toujours faire référence à tout ce qui se passe Exactement, dans le MCU. parce que quand tu peux lire 75 numéros de Spider-Man puis il ne dira pas jamais le mot Avenger. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais de transporter ça dans les films, c'est quand même quelque chose de peu ou pas commun. On n'a pas encore vu ça, là. Ben, tout dépend. C'est parce qu'ils peuvent ramener des personnages et tel que tel, mais au moins, ça amène l'intérêt puis ça ouvre des portes. Mais moi, là, j'étais excité comme une jeune fille quand j'ai vu Keaton. Moi, j'ai trippé aussi. Mais moi, je le vois carrément entrer là, dans... parce que l'affiche qu'on voit, là, c'est écrit dessus Murderer là, sur l'affiche de Spider-Man. Ça fait clairement référence à la fin du dernier Spider-Man. Là. On est directement impliqué là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça peut... Juste la façon que la bande-annonce commence, le studio qui vous a apporté les 2 films de Spider-Man. Exactement. Ouais, puis ça, ils ont mis beaucoup d'appui là-dessus. Les 2 films le de Spider-Man, Venom. Ça fait qu'ils montrent que c'est le même univers directement quand ils partent la bande-annonce. Ah, ils disent en association avec. Donc ça, c'est intéressant. Et ça voudrait dire que ça donne un peu de crédibilité à ce qu'on a entendu comme rumeur que The New Mutant pourrait faire partie du MCU. Non, ça a été cancellé. Ouais, ils Ça a été l'ont cancellé, démenti, ça? il me semble, cette semaine. Parce qu'il y a eu comme une rumeur qui a circulé que ça pouvait peut-être être dans le MCU. Il faudra qu'ils présentent les mutants de façon plus intelligente que ça. Ouais, ben, moi, c'est ce que je pensais aussi quand j'ai vu ça. J'ai fait, OK, fait, pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant, le casse-tête risque d'être pour les collectionneurs. Là. Ça veut-tu dire qu'il faut que je mette Venom avec le MCU? Ou faut-tu que je le mette avec mes films du MCU? Il faut que tu le le mettes mettes. Regarde, on les change de place, ces films, quand on Je vient le sais, ici. tu fais que me mettre la marde dans les films, toi. Mais il faut pas que tu le mettes dans la même section que tes Fantastic Four. Non, parce que là, ça, c'est pas pareil. Non. OK. Ça devient compliqué. En tout cas, bon, bref, Morbius, j'ai bien hâte de voir, puis j'ai Jared Leto. Pas moi, mais j'aime mais- bien Jared Leto, fait que tu vois. C'est correct. Hey, en passant, je voudrais quand même le souligner au grand désarroi de Alan que quand même 11 nominations pour un film de DC Comics, pour un film qui se veut, entre guillemets, super-héros, pour un personnage comme Joker aux Oscars, je trouve ça magnifique. Vraiment, je trouve ça incroyable. Ça va faire des petits. J'espère que ça va faire des petits parce que je l'ai réécouté avec ma blonde en anglais, puis honnêtement, C'est fantastique. C'est ça, coche. Donc, je le De là à souligner. faire des petits, on n'a pas besoin. Là, mettons des films de super-héros, on en a eu... Ah, ben, des petits dans le sens où... un bar, tu sais, c'est une vanne au complet. Là. ouais, comment je pourrais J'ai même expliquer écouté ça? un russe l'autre jour. Ah ouais? Ah, celui-là avec l'ours qui a Les des The crashs. Guardian. Oui, ça a Ben, l'air cool. moi, ça. j'ai voulu à un moment donné downloader un épisode d'Harley Quinn, puis je suis tombé sur un drôle d'épisode. Le monde était pas mal tout nu. En tout cas, je vous en reparlerai, les gars. Je vous le montrerai tantôt. Bon, c'est Martin qui recommence. C'était spécial. Bon, on va parler un peu de X-Men. Et là, j'ai hâte parce que j'aime beaucoup les X-Men. C'est probablement les super-héros chez Marvel que j'affectionne le plus. J'ai lu la run de Grant Morrison. J'ai lu Chris Claremont dans le temps avec Dark Phoenix et autres. J'ai lu Age of Apocalypse. On en a parlé dans ce podcast-là. J'ai lu Astonishing dans le temps de Josh Whedon. Bon, j'ai lu beaucoup de choses, mais depuis Josh Whedon, je n'ai jamais relu de X-Men. Ben, il y a House of M. C'était-tu un peu avant, ça? C'était avant. C'est avant. C'était avant. Bon, House of M, moi, j'ai capoté sur cette série-là. Mais je n'ai jamais relu de X-Men depuis ce temps-là. Et ça fait longtemps qu'on vous en parle du reboot ou du remake ou vous me démêlerez, de X-Men sous Jonathan Hickman's. Power House of X est sorti en hardcover. Et les séries, on s'est laissé un peu de temps, surtout à toi, Pat, puis à Alan, de les lire puis d'avoir un feeling plus général. Je vais prendre vos commentaires au départ sur la série, puis après ça, j'ai des questions pour vous autres. Et je commence avec mon expert, Pat. C'est un relaunch qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas? Qui fonctionne all the way. Là. C'est incroyable. Moi, ça fait des années
que je collectionne et que j'achète du X-Men. Là. Assez là, que, bon... Je te perds d'un boîte de X-Men d'inconvention. Oui, exactement. Régulièrement. Puis j'ai arrêté de fouiller d'un comic, d'un bac issu de convention de X-Men parce que ça me coûtait trop cher. Ça n'avait pas de bon sens. J'étais J'étais sorti rendu avec des que- sacs. Là. C'était, à un moment donné, j'avais acheté la première run de X-Factor avec l'apparition d'Apocalypse. Là, je les ai toutes achetées d'une claque. Puis j'étais parti avec 2 long box de Toronto. Aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Ah, c'est du Donc, stock, ça. ouais. Mais tu sais, quand même, c'était pas pire. Ben oui. Donc, moi, j'ai embarqué, décroché, réembarqué, redécroché. Je suis comme une montagne russe avec les X-Men parce qu'à un moment donné, là, t'es plus capable de suivre. Ben, ça là, peut puis être il y en a vachement trop. mauvais. Hein. Ça a du potentiel Ouais, d'être exactement. vachement Puis mauvais. là. J'étais un peu tanné à un moment donné quand il y a eu un paquet de gros événements. Là. On parlait là, précédemment avec Alan hors podcast de tout ce qui est arrivé avec le schisme, avec Avengers versus X-Men, avec toutes sortes d'affaires là, où à un moment donné, le Phoenix l'avait pris trop d'importance. Puis Ouais, là, c'est C'était- N-Song, War Song. Je pense que moi, mon clou là, dans ce cercueil, ça a été Six Axis. Avec Ouais, le Red Axis. Skull qui Ah, avait oui. volé le cerveau de Xavier De qui était Xavier, mort, puis il ouais. avait recréé Onslow. ouais. Moi, j'avais arrêté avec War Song, je pense, où ce que Emma Frost avait des triplettes, puis que là, c'était... Ouais, mais les triplettes, la coucous, gang, là, là, les coucous, là, ils sont géniaux, là, les coucous. OK, là. parce que c'était... Moi, j'arrêtais là. Les coucous, là, c'est une belle création qui est liée à Emma Frost, puis ça me fait triper. OK. C'est super bien En tout cas, elle était installé. directrice du Xavier Institute dans le Ouais. temps que j'ai arrêté. Il s'est tellement puis- passé d'affaires, puis il y avait tellement tout de trucs. Puis à un moment donné, tu sais, c'était Wolverine and the X-Men. Après ça, c'était telle affaire avec the X-Men. Après ça, c'était... Ils ont relancé Uncanny à un moment Uncanny. donné. Ils ont relancé. Écoute, il y a même eu Uncanny Avenger où les X-Men étaient mélangés avec des Avengers. Ben, ils ont relancé X-Men Red, X-Men Ah oui, Blue. X-Men Red. puis ça n'a X-Men pas Red. tout fait longtemps non plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'avais réembarqué un peu avec X-Men Gold, X-Men Blue. Puis là, Oui, tu sais, c'est à un vrai. moment C'était donné, fait 4-5 c'est teams. ça. Là. Encore une fois, j'étais tanné. Puis là, à un moment donné, on a parlé avec un de nos chums qui n'arrêtait pas de nous dire, on salue Guillaume, il n'arrêtait pas de nous parler du reboot d'X-Men qui allait être comme un point central pour réembarquer dans le Une trip, entrée. là. ouais, dans le trip des mutants. Et j'ai été le seul qui a fait le saut en achetant, en précommandant là, le gros hardcover super cher de... House puis Power of X. Ouais, c'est ça. Et C'était 2-6 numéros. ouais, et j'ai trippé comme un malade. Parce que non seulement c'est bien écrit, mais en plus de la façon dont le Hickman a bâti son affaire, c'est que pour te permettre de comprendre, de temps en temps, tu as des pages qui t'expliquent en disant « OK, ça, c'est telle organisation, puis elle est constituée il y a le roi noir, il y a tel, puis ça, c'est l'organisation de tel gouvernement, ça, c'est les envahisseurs, ça, c'est telle affaire. » Et là, tu arrives, puis tu te dis « C'est comme si j'avais pas besoin de me casser la tête de savoir « Ouais, mais lui, pourquoi il est là? » C'est comme s'il avait inclus Wikipédia dans son hardcover. Exactement. Et tout le délire des différentes trames narratives que tu suis en même temps, parce que, bon, tu as différentes réalités. Et là, tu suis dans le temps, et c'est hyper brillant. Et là, c'est un peu ça qui est complexe, Alan. C'est Ben- que j'essaie de comprendre, là, est-ce que c'est dans la ligne du temps de Marvel, la planète C'est là qu'on va t'en- 1616? on va C'est te là- l'expliquer, c'est que là. moi, je vais t'embarquer moi, dans le détail. Pour te donner moi, l'impression que j'ai eue en lisant ça, l'art de Linus Francis Yu là-dedans, c'est Il est incroyable. incroyable, le gars. là. Si vous avez lu Josh Whedon, le X-Men qui était là-dedans, puis vous vous rappelez le sentiment épique que vous aviez en lisant ça, bien là, c'est ça à toutes les 3 cases. Ouais. Pendant Ok. 12 numéros. Wow! C'est gros ce que tu dis là. Ouais, Mais ouais, en mais même temps, c'est- encore faut-il que je sois capable de comprendre. Ils sont Non, rendus mais où, que- les X-Men, au moment Ben, où on c'est les ça, prend je vais te là-dedans? l'expliquer tout de suite après. Puis, qu'est-ce que part de parler avec les pages d'histoire qui est là-dedans? Là? Ce qui est le fun, c'est que la façon que c'est décrit, là, hein, c'est comme si tu pognerais la Bible au début, puis tu lirais la Genèse. C'est exactement la même Ouais, chose. ok. C'est une C'est- Genèse biblique sur la création de nouveaux dieux. OK. Qui Et tout c'est- est écrit, ouais. tout expliqué là-dedans. Oui, et c'est et l'analogie d'Alan est parfaitement claire parce qu'ils font eux autres mêmes, il y a un personnage qui le dit carrément, là, ils font eux autres mêmes référence à ça en disant ils viennent de découvrir qu'il y a des nouveaux dieux. Parce que, tu sais, Rebirth, chez DC, si je prends un exemple pour nous inclure, moi et Jean-Nic, dans la conversation, il nous avait dit que c'était un bon starting point, c'est une belle entrée. N'empêche qu'ils avaient conservé une grande partie de tout ce qui s'était fait avant, en plus d'en biffer qui n'ont jamais eu lieu. Puis c'était quand même pas tant évident de rentrer dans Rebirth. Là. OK. Là, on va embarquer sur l'histoire générique des X-Men. Vous avez tout lu jusqu'à Josh Whedon, mettons, à peu près. À peu près. Puis en passant, si vous n'avez pas lu Grant Morrison sur X-Men, New X-Men, faites-le là.
OK. Puis, tu sais, tant que vous connaissez l'histoire jusqu'à Hope après le House of M, puis que vous saisissez un petit peu là-dedans, vous avez tous vos points repères qui sont nécessaires. C'est que, au niveau des mutants, il faut comprendre la hiérarchie des méchants puis de la fatalité. C'est que c'est toujours les humains qui combattent les mutants, qui se virent vers la machine, l'intelligence artificielle, Master Mold et compagnie, qui virent vers les phalanx, qui sont la race extraterrestre qui assimile tout puis qui détruisent tout. Puis après, tu peux montrer avec les technotarques puis tout ce que tu veux par en haut, parce que tous des trucs qu'on s'en sac totalement. Parce que tu m'as complètement Parce perdu, là. qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. J'ai perdu après humain. Mais c'est parce que, regarde, Après, les Martin, humains, quand c'est les tu vas sentinelles. voir- C'est tout le monde connaît les L'affaire, sentinelles. là, c'est que tout le monde sait que les humains, à un moment donné, ont eu peur des mutants. Ouais. Donc, ils ont créé des entités robotiques Ouais, pour les sentinelles. les sentinelles. Et il y a eu un truc dans X-Men qui a fait apparaître un paquet de personnages et qui avait été un point central dans les années 80-90, qui était le Phalanx Covenant, où on découvrait qu'il y avait une race extraterrestre dominatrice, assimilatrice qui arrivait et une gang de mutants étrangement reliés ensemble parce que c'était pas tous des amis, là, réussissaient à vaincre le Phalanx. OK. Mais le Phalanx, là, ça existe encore. Là. Il y a encore des personnages qui sont liés à ça. Là. OK. Donc, le Mutant Can est toujours voué à l'échec. Mhm. Mais Tout ce le qui temps. arrive, c'est que quand les mutants ont échoué, à un moment donné, Moira McTaggart, la blonde de Xavier, est morte. OK. Ça fait qu'elle, en mourant, est retournée dans le corps de sa mère avec sa conscience. Et alors, J'ai commencer... j'ai l'impression de moins comprendre la série en ce regarde, moment non, qu'avant. regarde. Je vais vous expliquer une affaire. T'as jamais lu de regarde, X-Men, c'est sûr que t'es perdu. Jonathan là. Hickman là, a eu une idée de génie de faire d'un personnage que tout le monde se calissait, à part le fait que c'était toujours la blonde à côté, super McTaggart, sympathique, qui était la scientifique ultime. En a fait d'un personnage un peu secondaire le personnage clé d'X-Men. C'est-à-dire qu'elle, ils ont découvert que c'était l'ultime mutant parce que quand elle meurt, elle va pouvoir Se réincarner. renaître, se réincarner et se souvenir de son autre vie. Donc, elle, à chaque fois qu'elle meurt, elle crée une réalité alternative en la changeant. Oh, Ben, OK. elle crée pas de réalité, elle revient vraiment dans le temps. C'est la même ligne Elle de revient temps dans en le permanence. Sauf qu'elle fait des altérations parce qu'elle tente des affaires. Comme, tu sais, à un moment donné, elle explique que pendant une de ses vies, elle a été avec Xavier. Une de ses vies, elle a été contre Puis, Xavier. à un moment donné, elle s'est même écœurée parce qu'elle s'est rendue compte que c'était une curse, sa mutation. C'est que c'est elle qui a créé le sérum anti-mutant qu'on a connu. Mais au moment qu'elle a créé ça puis qu'elle a voulu éliminer les mutants, c'est là que le gros problème, puis que toute l'histoire se déroule, c'est qu'elle a eu un meeting avec Destiny, qui est comme le bras droit de Mystique, que vous connaissez, l'après-Gog aveugle, où ce que l'après-Gog a fait, tu veux éliminer les mutants, mais moi, je vois ton futur, puis je sais d'où ce que tu viens. C'est que si tu continues cette lignée-là, la prochaine fois que tu te réincarnes, moi, je vais le savoir, puis je vais t'éliminer avant que ton pouvoir mutant se jumpstart. Puis tu vas arrêter d'exister. Ça fait que tu vas plutôt essayer de faire évoluer les mutants par rapport à leur fatalité, puis les empêcher de Mais là, toutes cesser ces vies-là d'exister. existent encore? Puis dans l'univers plus large de Marvel, Ben ça non, veut dire c'est quoi? ça. Non. C'est parce que dans Elle, le- à chaque fois qu'elle meurt, elle est Alors, là start pour une autre remettre vie. les Ouais. mutants au niveau supérieur de la chaîne Ouais. alimentaire. C'est que mettre le mutant au niveau de Dieu par rapport à l'humanité. Son ça. seul but dans toutes ces lignes C'est de ça. temps qu'elle crée, Parce- c'est de mettre le Ouais. mutant au-dessus de tout et que personne ne peut l'annihiler. parce qu'elle, elle a comme eu à un moment donné une illumination, quelque chose. Elle a décidé de dire que, puis bon, dans un sens, elle a raison, la race humaine a atteint sa phase terminale. C'est les mutants qui sont la prochaine évolution. Et c'est aux mutants d'hériter de la Terre. Mhm. Donc, Donc, les termes Elle sont décolle. classiques. là. c'est très, très classique. Donc, elle déclenche divers trucs, elle s'allie avec des gens pour que ça soit ça, la réalité Puis, ultime. Ce qui est le fun avec cette série-là, c'est que tu te ramasses, c'est quelque chose que tu aimes tes personnages, que tu vis quelque chose d'épique, mais d'une certaine façon, au niveau de la sémantique, c'est que c'est toujours tes héros, mais en même temps, ils ont créé les pires super vilains de toute l'histoire du comics Qui sont américain les qui a jamais X-Men, là. existé. Parce qu'ils méprisent l'être humain en faisant comme on vous donne des médicaments, mais nous autres, on a une immunité diplomatique qui est par-dessus tout. Personne que- n'a le droit de nous toucher, Ouais. puis nous autres, on n'aura pas le droit de vous tuer en Parce que échange. ce qu'ils font, là, c'est qu'ils vont avoir un plan un peu machiavélique, là. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de Krakoa, qui était... Krakoa, là, c'est ce qui avait lancé Giant Size X-Men. Mhm. Dans Giant Size X-Men, tu avais
Xavier qui formait un nouveau team avec Wolverine, Colossus, Storm, etc. L'équipe qui disait- qu'on connaît. Là. Ouais, et qui disait mes X-Men sont disparus, j'ai besoin d'un team pour aller les sauver. Parce que les X-Men avaient répondu à un appel de détresse sur une île. Et cette île-là a une capacité un peu trash, c'est qu'elle se nourrit du Life Force d'un mutant. Donc, les X-Men étaient pognés là, ils ont envoyé la nouvelle équipe. Et c'est là que les X-Men ont eu un relaunch absolument hallucinant. Là. Quelqu'un qui acquiert aujourd'hui Giant Size X-Men de l'époque a le numéro phare de X-Men. Mais là, du moment qu'on sait ça, là, puis que j'essaie de comprendre Ok, un peu, je suis un peu c'est perdu. Là. Je continue, je vais te l'expliquer. Mais quels sont le statut de Xavier, Magneto, C'est ça, tu vas Brotherhood voir. Là, of Mutant? c'est ça, laisse-moi finir, tu vas voir. L'affaire, c'est que donc, on utilise Krakoa et grâce à Krakoa, qui est une plante, qui est une île, on fait divers portails à différents endroits et on permet à Krakoa de devenir une île souveraine et que les X-Men, tous les mutants peuvent y aller. Donc, eux autres, ils disent aux humains, grâce à cette île-là, on a créé diverses affaires qui empêchent la maladie, qui guérit des affaires, qui empêchent de vieillir différents trucs. Et en échange, vous nous donnez notre souveraineté. Vous n'avez pas votre mot à dire. On vous donne ces médicaments-là gratuitement. On fait des deals avec certains qui ne veulent pas. Et tous les mutants, vous arrêtez de les opprimer. Vous arrêtez de nous écœurer. On est la race ultime. Puis ils peuvent venir sur notre île. OK. Puis là, tu vas voir le statu quo chez Magneto et compagnie. Ouais. Tu prends Xavier, qui a à peu près une vingtaine d'années. Il rencontre Moira McTaggart. Elle ouvre son esprit. Il voit toutes les futures alternatives Ouais. qu'elle a vécues. Toutes les Toutes idées les vies qu'elle a vécues, voit. ils les ont toutes vues. Puis là, c'est à partir de là qu'il adapte la construction du futur. Ça prend ton deuxième pion, qui est Magneto. Tu lui révèles le futur possible. Ça fait que de deux, ce qui arrive, c'est que tu as Magneto, mais Xavier, qui doivent construire les ennemis jusqu'au temps qu'il arrive Avengers vs X-Men, parce que ce timeline-là doit être respecté, parce que l'annihilation de Janosha doit arriver. Le House of M doit arriver, parce que si ces événements-là n'arrivent pas, le Mutant Can ne pourra pas pogner son niveau qu'il doit. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter toujours ce qui a été vécu jusqu'au point de rupture où ce que là, ils doivent changer. Ça fait que même s'ils sont au courant de tout, ils doivent tout respecter l'histoire quand même. L'affaire, c'est qu'ils ont commis des deux barres des actes qui sont responsables. Mais il y a des affaires qui n'est pas arrivé à Xavier, là, parce que Xavier, il est jeune là-dedans, il y a des trucs qu'il a fait. OK. Donc, ce que ça fait, c'est qu'eux autres, ils ont un plan en tête. C'est-à-dire que si on a réussi à faire ça, si on a réussi à faire un offre de paix, ben là, il nous faut un moyen d'être capable, et c'est là l'autre coup de génie d'Hickman, il nous faut un moyen d'être capable de sauvegarder c'est quoi les mutants. Et ce qu'il Oui, faut. j'en ai que tu as une question? En fait, je vais être bien transparent. Là. Jonathan Hickman, je l'adore. Il a écrit une série qui s'appelle East of West chez Image, ouais, qui c'est traitait fou, ça. avec les Cavaliers de l'Apocalypse. Donc, son côté religieux, habituellement, il est super cool. Je vais être un peu plus rough que Martin, parce que moi, dans le fond, Alan, tantôt, tu parlais de la run de Josh Whedon. Moi, c'est le seul truc que j'ai lu d'X-Men dans ma vie, puis je l'avais acheté à cause de Whedon. Puis le sentiment épique que tu parles, je ne l'ai pas vécu parce que je lisais cette BD-là, puis j'étais perdu. Là. Je comprenais tout le temps rien. J'étais là, je vois que ces deux personnages-là qui se rencontrent, ils sont supposés avoir, comme Colossus, puis la fille qui était supposée être morte. Colossus qui était mort, ça faisait 20 ans. Exact, c'est ça. Mais moi, quand je disais ça, je savais pas que Colossus était mort. Fait que, moi, là, je suis vraiment tombé là-dedans, largué. Là. Je connaissais pas l'univers, puis j'ai considéré que c'était le pire truc qu'il avait écrit parce que je comprenais pas. Là, je me mets dans la tête de quelqu'un qui a jamais lu de X-Men. S'il achète cette BD-là, est-ce qu'il va avoir un plaisir quand même? Impossible. Oui, parce que l'affaire, c'est Impossible. que il n'y a pas d'impossible, puis il y a toutes les possibilités sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut détester Whedon, on peut avoir détesté Astonishing X-Men. Je comprends un peu pourquoi Jean-Nic n'a pas nécessairement aimé ça, parce qu'il y avait certaines lourdeurs, même si pour un gros amateur de la série, puis depuis des années, c'était génial. Mais pour quelqu'un qui se lançait là-dedans, c'était autre chose. C'est parce que Mais vous là, êtes je te déféré, parle, là. oui, Parce mais là, que je vous écoute parler, là, ça vous prend, à chaque phrase que vous faites, là, il y a deux référents que j'ai pas, là, des noms de personnages que je connais pas. Regarde, là, je vais te donner le dernier coup de génie d'Hickman, c'est-à-dire qu'il va chercher les outils nécessaires pour dire tous les X-Men, tous ceux que j'ai eus, tous ceux que je vais envoyer en mission, tous ceux que je vais devoir sacrifier, je vais les revoir avec moi. Puis tous ceux qu'on a perdus, on les reperdra plus jamais. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il sert de quelqu'un, un méchant, parce que leur plan, eux autres, c'est d'accueillir
tous les mutants. C'est-à-dire qu'ils font des alliances avec tous ceux contre qui ils se sont battus avant. Donc, Apocalypse, Mister Sinister, tous les méchants incroyables là, qui ont voulu anéantir l'humanité puis les X-Men depuis le début sont avec eux autres. Et là, ils vont chercher un gars qui a travaillé dans la génétique et qui a comme une banque génétique de tous les mutants parce qu'à chaque fois qu'il en capturait un, il prenait une partie de ses gènes pour essayer de faire le mutant ultime, M. Sinister, et il va chercher de la technologie puis des gens pour faire une espèce de sauvegarde totale de l'esprit de chacun des mutants. Et avec la banque génétique, puis Krakoa, puis un paquet de mutants qu'il a trouvé, ce qu'ils font, c'est que un mutant qui se fait tuer dans une mission, ils le font renaître dans une espèce de bac, c'est comme un œuf, et ils retéléchargent son esprit que Xavier, avec le Cérébro, emmagasine à tous les jours. Hey, ça a l'air fucké. Puis le plan est encore pire que ça. C'est pire, là. Ils ont été voir au début de tout. C'est une des premières personnes qui sont allées voir, c'est Sinister. Ça, c'est une chose qu'il n'avait pas dit à Moira qui fait que le timeline actuel, c'est ça qu'on vit parce que c'est cela que Moira ne connaît pas la fin. Ils ont été parler à Sinister, trop de bonheur, puis ils ont dit ça prend une banque génétique de tous les mutants qui existent à partir d'aujourd'hui. Même ceux-là qui sont morts sur Genosha, ils ont leur banque de données. Et le principe de ce qu'ils veulent faire, c'est ressusciter tous les mutants qui ont existé. Le statut de Jean Grey là-dedans, était-tu encore là? Dark Phoenix, le Phoenix n'existe plus. Le Phoenix existait. Oui, tout existait. Comme je te dis, les événements principaux, ils les ont jamais effacés parce que ça devait arriver. Cet apocalypse-là du Phoenix, c'est pas là. OK. Ben, il s'est déjà passé, parce que le pouvoir, il n'y a plus personne qui a le pouvoir du Phoenix en ce moment. OK, puis là, c'est complètement capoté parce que tu arrives et tu as des mutants qui... Ben, si je résume là, pour du monde qui nous écoute et qui n'ont pas vos connaissances, ce que je comprends, c'est que le personnage de McTaggart est au courant de bien des affaires, puis ils veulent éviter des futurs possibles. C'est ce que je comprends? Mais l'affaire, c'est qu'elle est allée... C'est comme je te parlais tantôt, humain, intelligence artificielle, phalanx, vitalité. Sauf que le problème, c'est qu'en créant d'autres vies, c'est qu'ils se sont rendus compte que l'ennemi ultime des mutants, c'est le genetic engineering. Ça fait que le crossbreeding de pouvoir mutant qui fait que ça crée une unité tellement puissante que ça va finir par éliminer quand même les mutants. Regarde une minute. Tu as une capacité incroyable à me complexifier quelque chose que je voulais simplifier. Je vais te le simplifier, là, Martin. Oui. Moria McTaggart, elle a vécu différentes vies. Ouais, ça, je l'ai compris. Au fur et à mesure qu'on suit l'histoire, on est rendu à un moment donné... Parce que l'affaire, c'est que dans cette histoire-là, là, on voit différents timelines simultanément. Et on voit une des dernières vies de Moria McTaggart, qui est sa 9e. Et là tu es dans un fucking futur. Tu es en 2-3 000 dans le futur, 3 000 quelques ou je ne sais plus trop comment. Et l'affaire, c'est que ce que Alan essaie d'expliquer, c'est qu'est-ce qui peut battre les mutants si tu es un humain puis tu n'as plus rien pour évoluer. C'est-à-dire les modifications génétiques, les modifications cybernétiques qui vont amener aux super sentinelles qui sont encore plus pires et qui vont amener à attirer l'attention de la race extraterrestre dont je te parlais. Et là, cette race extraterrestre-là, mélangée à autre chose, c'est pire que jamais. Là. C'est pire que pire parce que les derniers humains voient un culte à la machine puis veulent se sacrifier vers cette affaire-là et ils se rendent compte que finalement, ils seront plus rien. Écoute, je comprends. J'ai hâte de voir, de me faire ma propre idée, de lire. Écoute, je trouve ça éminemment plus complexe que New X-Men puis Astonishing, là, honnêtement. Là, c'est plus complexe, mais en même temps... C'est pas vraiment plus complexe parce que, comme je dis, quelqu'un comme Jean-Nic peut pas lire ça parce que les référents, il les a pas. Puis quelqu'un qui a suivi moindrement les X-Men, avec les pages, je vous explique, parce que même quelqu'un qui connaît plus ou moins Master Mold, il va avoir des pages complètes avec un texte qui explique toutes les générations de Master Mold qui vont venir jusqu'à Nimrod, tout ce que tu veux, tout est toujours expliqué dans des paragraphes. Ils vont t'expliquer pourquoi, c'est quoi ça le Hellfire Club. Puis même tantôt, je te parlais du Phalanx, des Technotark, tout est expliqué là-dedans. Il y a des pages complètes là-dessus, sauf que si tu connais pas les personnages, puis un petit peu leur bagage... Jean-Nic, pour être gentil, là, j'aurais comme le goût que vous donniez, mettons, 3-4 BD de X-Men comme incontournables à lire avant de tomber là-dedans. Parce que pour être cool, là, ce que vous racontez, j'ai l'impression que cette BD-là aurait le potentiel pour quelqu'un qui connaît rien que ça un petit peu, qui a lu une couple de gros éléments, qui connaît les personnages, il va lire ça, il va avoir du fun, puis ça va lui donner le goût d'aller le relire. OK, regarde, moi, je t'en donne 2-3 tout de suite. Là. Pour avoir la référence sur la race, tu vas lire le TPB Phalanx Covenant. Okay. Pour avoir la référence sur le fait que les mutants sont toujours pourchassés, etc. Mutant Massacre, avec tout le massacre de Genosha. Puis pour avoir les références sur qu'est-ce qui s'est passé, puis
pourquoi Apocalypse est si important, puis des affaires de même, et j'ai Apocalypse. Mais moi, je dirais, pour tout ce qui parle du côté intelligence artificielle, Sentinelle, Team Mutant, l'Omnibus, là, vous flambez 115$ pour ça de Grant Morrison, là, puis sérieusement, avec ça, là, puis les 3 TP de Joss Whedon. Ouais, je pense que tu as fait le tour. Tu sais, en peu d'affaires, là, achetez-vous des TP où vous avez des grands événements majeurs de X-Men. Il y en a eu plein, là, la saga de Dark Phoenix, des trucs de même. Vous allez avoir des référents importants, puis vous allez voir apparaître des personnages qui sont là. Parce que ce qu'on vous disait tantôt, qui est complètement capoté, là, c'est que si à un moment donné, dans une mission, ils envoient tous les mutants que vous aimez le plus, là, je sais pas moi, ils ont fait un petit team, ils sont 7, ils partent en mission, ils meurent toute la gang, sans exception. Ben l'affaire, c'est que Xavier, lui, avec son espèce d'idée débile, il va tous les télécharger dans des nouveaux corps, puis ils vont se souvenir de leur dernier téléchargement. Donc, ils savent qu'ils se sont sacrifiés sur cette mission-là, puis qu'il s'est passé de quoi. Mais c'est capoté parce que tous les mutants qu'on avait aimés dans des passés, qui étaient morts depuis des années, qui avaient eu telle maladie, qui avaient eu telle affaire, ou que c'était un personnage poche tout d'un coup que tout le monde détestait, puis qu'il l'avait tué pour le fun, mais il est là, lui aussi, comme Maggot, là, une espèce de personnage débile. C'est l'époque de Grant Morrison, là, le gars avec les 2 chenilles. Oui, je me souviens de ça. Donc, OK. Écoute, je vais me lancer. Je vais voir. Je vais me faire ma propre opinion. Jean-Luc, toi, tu vas l'acheter tout de suite après le podcast. Écoutez, je vais faire un bout de chemin. Ce que je vous propose, c'est qu'à l'époque, quand le premier X-Men est sorti, il y avait un tagline. Tu sais où je m'en vais, Patan. Vas-y. Le tagline, c'était des aventures incroyables pour des héros peu ordinaires. Le problème, c'est que le mois d'avant était sortie une série chez DC qui s'appelle Doom Patrol, où le tagline était des aventures incroyables avec des héros peu ordinaires. Ouais, mais... C'était comme 2 séries qui s'affrontaient. Vous irez lire là-dessus. Mais je vais donner le point, Marvel, vous avez gagné là-dessus. Je veux dire, les X-Men, c'est probablement une des BD les plus influentes de l'histoire des super-héros. Et Doom Patrol, c'est relayé à quelque chose de semi-obscur. Tu fais référence à des affaires qui sont encore plus vieilles. C'était vilain. Mais ça a commencé en même temps. Le premier Doom Patrol, le premier X-Men, c'est un mois, puis c'est l'époque de la grosse guerre de DC puis Marvel, puis Marvel avait copié carrément le concept. Par contre, Marvel, ils l'ont purifié, ils l'ont changé, puis ils en ont fait un hit génial qui est encore utilisé, puis qui est beaucoup plus important dans la pop culture que DC. Doom Patrol, il y a eu des bonnes runs comme celle de Grant Morrison, mais si vous aimez les teams de héros, parce que moi, c'est ça, vous l'avez toujours su, tous ceux qui me connaissent, le lecteur. Moi, j'aime pas des personnages godly comme Superman. Je trouve ça plate. Ça m'énerve parce que c'est toujours la même personne qui fait tout. Puis toutes les autres autour sont des faire-valoir. Moi, j'aime les teams, j'aime les gros rassemblements. Et si vous voulez revivre les bonnes périodes de noblesse de ce qu'était le genre X-Men avec les super sagas, c'est ça que ça m'a redonné, moi. Écoute, pour que je recommence à triper en 2020 sur les X-Men, il faut quand même qu'il y ait un méchant bout de chemin qui ait été fait parce que moi aussi, j'avais arrêté d'en acheter. On passe au prochain sujet. On va ramener Jean-Nic. Je vais te donner la parole tout de suite. On avait plusieurs sorties chez Black Label du côté de DC Comics qui... Écoute, jusqu'à maintenant, on a critiqué beaucoup, on a des améliorations à apporter à cette branche-là. Il y a des bonnes choses qui en sont sorties, il y a de moins bonnes choses qui en sont sorties. Les TP, là, où on a décidé que toutes les autres histoires qui étaient un peu Elseworld deviennent Black Label, j'ai commandé New Frontier, puis on a une belle qualité de TP, c'est le fun. C'est une branche qui a de l'avenir, qui a du potentiel. Mais là, il y a plusieurs séries qui se sont terminées. C'est le cas, entre autres, de Batman. C'était le temps, parce que sérieusement, le non-respect des dates de publication, là, ça a été catastrophique. Ça n'avait pas de bon sens. Par contre, le produit, à chaque fois, je suis étonné par la qualité du produit. À chaque fois. Pas de l'histoire, je te parle du produit. Là. Ben, le livre, pas de pub. Il faut que l'artiste le comprenne. Tu nous as montré un bel exemple dans quoi? C'est Killer Smile. C'était dans Killer Smile, ouais. Où l'artiste n'a pas compris le format dans lequel il était publié. Non, ça c'était pourri, ça. Ça c'était pourri. Mais tu sais, je suis content quand même de voir qu'il n'y a pas de pub, c'est épuré, c'est un bel objet de collection. Ça, je trouve ça beau. Là, il y a des séries qui sont terminées. C'est le cas, entre autres, de Batman Last Night on Earth, Arlene et, j'en oublie-tu? Non, Joker Smile est à deux numéros encore. Il y a Superman Year One qui est terminé, Batman Damned, on en a déjà parlé dans de précédents podcasts. Parlons un peu de Last Night on Earth qui, pour moi, qui a suivi la run de Scott Snyder sur Batman dans New 52, était l'aboutissement de cette run-là. J'avais beaucoup d'espoir. Je pensais que ça allait être un Mad Max. Je pensais que ça allait être post-apocalyptique, puis que ça allait être... Je dois dire que j'ai été un peu déçu par la tournure que ça a pris. J'ai pas juste été déçu, il a fallu que tu me l'expliques, ce qui était plutôt embarrassant. C'est ça qui est terrible.
Martin, mais écoute, t'es le seul qui a compris une allusion qui se passe dans une bulle, dans une case, qui, selon toi, explique la théorie de qu'est-ce que représente Batman. Parce que ni un ni l'autre, on l'a compris, sacrément. Moi, j'ai resté bloqué là, avec Mr. Byrne, dans sa tête qui courait après Bobo, mais c'était le Joker qui avait un corps cybernétique comme Mr. Byrne. Oui, là. Robin, là, ouais. C'était laid, ça. Puis j'aurais dû mettre le masque par-dessus le verre. Mais quand il a fait pour mettre le masque en dessous du verre? J'en ai aucune idée. J'en ai, toi, tu l'as lu aussi? Non, je n'ai pas encore lu. Mais c'est ça. Mais Scott Snyder, j'ai une relation d'amour-haine avec, puis je l'ai tout le temps lu en décalé. Puis là, j'attendais que la série soit terminée. Moi, je vais probablement entendre le trade pour le Je pourrais même te donner mes numéros, j'ai essayé trop. mais Scott Snyder, ce qu'il a fait sur Batman, c'est souvent montagne russe. Il y a des super de bonnes idées puis des trucs qui floppent un peu, selon moi. Est-ce qu'on est dans un haut ou un bas avec Last Night on Earth? Est-ce que ça donne une bonne conclusion? Moi, ce que j'ai aimé, c'est Schneider nous prouve qu'il comprend très bien le personnage. Ça, je le sais. Ça, c'est correct. Il comprend Batman. C'est peut-être dans sa façon de le faire comprendre aux autres qui a été pas évidente parce que, je te vends des punchs, là, désolé pour ceux qui l'ont pas lu, mais la fin, les gens ont fait comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi. En gros, là, si je vous résumerais ça et je vais tenter d'être aussi clair que mes deux gars sur X-Men, c'est pas évident. Hey, tantôt, c'est une explication. Tantôt, tout commence sur la Terre 34. Tu nous as fait une explication métaphysique de Batman tantôt. En gros, là, ce que je comprends de Schneider, c'est que Batman, si on lui laisse les commandes, ça va mal finir, peu importe l'avenir que vous prévoyez avec ce personnage-là. C'est un personnage qui est sombre, c'est un personnage qui est isolé, c'est un personnage qui se comprend lui-même, mais qui n'est pas capable de se faire comprendre des autres. C'est un personnage que si Superman n'est pas là, si Wonder Woman n'est pas là, si la Justice League n'est pas là, ça ne fonctionnera pas. Il n'est pas le centre de l'univers de DC Comics. C'est un personnage ténébreux et qui dit ténèbres ne dit pas lumière. Exactement. Et si ces avertissements, ces précautions, puis on pense à toute l'histoire de Batman, c'est toujours ça, The OMAC Project, Tower of Babel, c'est toujours de prévoir le pire. Mais si tu laisses ce gars-là aux commandes, ça va mal finir. Et c'est exactement le cas de Last Night on Earth, où un jeune Bruce Wayne cloné se rend compte que le monde dans lequel il vit est complètement scrap. Et le monde a été détruit par lui-même. Ben oui. Puis un de ses clones, puis le seul objectif d'avoir d'autres clones, c'est de les détruire pour prendre possession de ce corps-là puis vivre encore plus longtemps. Exact. Et lui, ce qu'il veut, c'est se servir de l'anti-life equation pour avoir tout le monde dans le rang. C'est ça qu'il veut. Et il se sert de Darkseid, il se sert de Martian Manhunter pour avoir tout le monde dans le rang. C'est ça qu'il veut. Il veut un monde parfait. Il veut garder le contrôle sur le monde. Le contrôle. C'est ça qu'il veut. Puis vu qu'une chauve-souris, ça fonctionne par sonore, puis c'est isolé, puis ça s'ouvre pas sur le monde parce que ça vit tout seul dans sa bulle, ils ont lâché le Bat Family pour le Hibou Family. Exactement, parce que là, tous ceux qui étaient dans la Bat Family sont devenus des agents de Court of Hall. Et ils tentent de battre Omega, qui se retrouve dans une révélation à être finalement un clone de Batman. En tout cas, quelque chose s'y rapprochant. Écoute, c'était tellement... Tu sais, l'affaire, là, c'est que, tu sais, à un moment donné, là, on a commencé le premier numéro, c'était très, très, très post-apocalyptique, où tu avais les espèces de bébés larvaires Green Lanterniens. Ça, c'était bon. Puis là, après ça, tu tombes dans l'espèce de dimension de miroir où les réfugiés sont là, puis tu as l'espèce de Wonder Woman un peu brisée. Badass, un peu. Après ça, là, tu as une passe où, là, tout d'un coup, tu as une espèce de version apocalyptique, satanique, quasiment, de Clark Kent. Ben, c'est Lex Luthor qui ouvre des portails partout. Parce que, en fait, ce que Lex Luthor se rend compte, c'est que ça prend un Superman pour que ça fonctionne, puis il essaye d'en faire venir un via différents portails, puis ça fonctionne pas. C'est tout croche. Fait que le scope est très ambitieux. Là. C'est du Justice League. Là. Vous êtes en train de me dire qu'il y a des vilains partout, on voit tout le monde. Là, t'as plein J'avais de l'impression que c'était Young Batman. Non. En fait, la finale, là, ce qu'ils veulent te faire comprendre là, à la fin, là, c'est que Batman ne peut pas être le personnage central. Batman ne peut pas être le seul héros. Batman doit permettre à Superman d'être un beacon of light, d'être l'espoir et d'être celui qui run le show. Batman, c'est le pape gris. C'est le protecteur de Superman. C'est le protecteur de Superman. C'est le gars qui doit s'assurer que les conditions sont réunies pour que Superman puisse être là. Exact. Puis, clairer à marde à Superman. C'est le Ghislain Harvey de Superman. Tu ne peux pas faire des références qui ne peuvent être comprises que par... Excuse-moi. Attends, je vais prendre une autre référence. C'est le pape gris. C'est celui qui est en arrière du pape blanc puis qui prend les mauvaises décisions. Ben, pas les mauvaises décisions, mais qui prend les décisions qui sont trop difficiles, que Superman ne peut pas prendre. Bref, c'est lui qui doit accepter son rôle de, pas de numéro 2, mais de
moi, je joue pas dans la même ligue que Superman, mais je suis nécessaire. Mais si on C'est me donne ça. les commandes, je ne serai jamais un bon leader. Je C'est- ne serai pas c'est- capable de faire ce qu'il a fait. C'est le directeur de la ville qui voit passer toutes les maires et qui attend l'ultime maire. Exactement. Et c'est ça, je pense, la finale de Batman Last Night on Earth. C'est, regarde, je peux pas mener le show. Notre ancien maire était Batman. Il me semblait que c'était un scientifique. Batman était scientifique. Bon, OK. Et Bref, c'est ça, Last Night on Earth. c'est ça. Ça donne le goût. Mais Ça c'est donne le maladroit un peu. C'est maladroit un peu. Mais c'est Ouais, pas je- grave. j'appelle plus ça- L'art de j'appelle plus Greg ça Capullo maladroit. est cool, Tu sais, mais- les dessins sont géniaux, mais tu sais, Ah, Capullo était au écoute, sommet de son art. c'était au sommet de son art, mais c'était par moments là, d'une confusion sans nom. Là. Ah, vraiment. Écoute, quand là, t'es rendu avec là, la famille Hibou, qui était l'ancienne famille Chauve-souris, qui était Écoute, il y a tellement de personnages là-dedans que je me disais, écoute, c'est qui tout ce monde-là? Encore une fois, là, ça a été le problème. Ça fait partie des 2 premiers Black Label qui ont été sortis. Et Black Label, qui était supposé d'être du hors-série, les 2 premiers qui ont sorti, c'est des suites. À des projets qui n'ont pas eu de fin. Dam, c'était la suite de Joker. Oui. Et Superman Year One, c'était l'anthologie du Superman de Dark Dark Knight Knight. Returns. Et après, puis là, tu te ramasses avec Last Night, qui est comme la finalité qu'il n'a jamais réussi à faire sur sa run avec le Court of Owls. Parce que Ouais. moi, ayant jamais lu de Batman de ma sainte vie, les hosties d'hibou, là, je les catch pas. Moi, Exact. là, la seule affaire que j'ai été capable de comprendre à cause de Court of Hall, c'était l'engouement que Martin avait eu d'acheter Court of Hall et de nous dire que c'était une des affaires des plus géniales qu'il avait lues. Ah, Et vraiment. là, ça me permettait d'avoir un référent. J'en ai besoin moins que toi, Jean-Nic. Et ça me permettait d'avoir un référent pour être capable de comprendre un peu leur importance. Mhm. Sauf que quand tu es rendu tout le long où tu as le. Écoute, ça me faisait tourner les pages vite, puis il y avait des bulles que je lisais pas. Là. L'utilisation du Joker dans cette série-là Ah, c'est est terrible. une atrocité. Là. Et c'est mauvais, c'est déplaisant et c'est de mauvais goût. Et en fait, ce qu'on m'avait promis dans cette série-là, c'est-à-dire un Batman dans l'univers de Mad Max, m'a été rendu par Wonder Woman Dead Hurt. Oh, wow. Ça, là, quelle belle surprise. OK, garde ça, là, je vais avoir le goût de le lire parce que moi aussi, quand on avait. Vous vous souvenez là, de notre réunion autour Oui. d'une table où on a déliré Black Label, où on vous en avait parlé avec énormément d'engouement. Là. Vraiment. Dans un épisode là, que je serais même pas capable de vous dire c'était lequel, on tripait Black Label. là. Je pourrais vous dire On c'était voyait lequel. Last Night on Earth, on Ouais. se disait, wow, Et là, on ça va disait, être... aïe aïe, Batman apocalyptique, qui est le seul survivant, tout le monde est autour de lui, blablabla. Bla, bla, bla. Hey, tabarnouche. C'est pas ça qu'on a eu, là. Non, exactement. Mais, Jean-Nic, Wonder Woman Dead Hurt, c'est ce qu'on a eu, là. Autant les premières images qui sont sorties, on était comme pas convaincus. On On, a fait- en fait, on a tripait fait- pas sur le trait. Puis là, en plus, on voyait le résumé. Bon, encore du post-apocalyptique, mais là, avec Wonder Woman cette fois-là. Et là, c'est tellement simple dans comment ça raconte son histoire. C'est tout ce que tu veux, là. Le coup de crayon est vraiment, j'en parlais avec Alan tantôt, c'est grossier au bout, mais l'expression des personnages est super forte, puis les personnages sont typés. Ça prend 2 pages. Tu as vu le personnage, tu l'as jamais vu de ta vie, tu sais comment il pense, c'est quoi le genre de réflexion qu'il va puis avoir. Tout est là. Elle se réveille, elle sait pas elle est où. Combat d'aréna, visuel apocalyptique, gros monstres mutants qu'on sait pas d'où ils viennent. Puis T'as besoin d'avoir lu 0 bande dessinée dans ta vie. Tant que tu sais c'est qui Wonder Woman, genre c'est une femme super-héros, t'es correct C'est avec tout. ça. C'est vraiment fantastique. J'ai hâte de voir où ils vont s'en aller avec ça. Et les dessins sont magnifiques. C'est tellement beau, les couleurs, c'est pastel. Moi, ça me faisait penser aux gros albums européens, mais avec la couleur. là. Moi, Souvent, il y a- le dessin m'a complètement surpris. là. Ben, moi, personnellement, je crois qu'on avait vu avant le cover, on avait fait « Oh, ça a l'air bizarre, un petit peu... C'est vrai, Ben, ça, ça je m'en ressemblait au souviens. film de Groot. Là, Mais tu sais, ça tu sais, ça ça fait fait- super beau. Là. Ça me faisait penser à plusieurs, des fois, à quelques dessinateurs européens hauts, sauf que c'est vraiment... Le gars s'appelle Daniel Warren Johnson. C'est un Mhm. gars qui a fait un petit peu de Marvel. Là. Il a fait même peut-être des covers de Captain America. Mais il est surtout reconnu pour une série là, que j'ai été voir, qui a fait chez Image, qui a l'air super intéressante, qui s'appelle Murder Falcon, où tu vois son style comment il est. Sauf que moi, c'est ça que je m'attendais pas. C'est quand j'ai pas eu la BD, c'est pas apocalyptique. Tu commences à tourner les pages, tu fais comme... Ouais, le dessin, il est particulier. Les lignes sont gras, les lèvres sont comme épaisses, les traits sont vulgaires, lourds, sont gros. lourds. Sauf que après la première page, je fais comme, OK, mais c'est parce que son dessin, il y a de l'émotion. Oui. Et contrairement à beaucoup de BD qu'on a pu lire derrière, tu sais, on va parler tantôt de Killer Smile, que lui, il y a beaucoup ça, c'est parce que c'est Killer Smile, que j'avais parlé dans le dernier podcast, c'est des photos avec des traits qui sont mis par-dessus, ça fait qu'il n'y a pas d'émotion dans le dessin, il n'y a pas de vie, puis c'est statique. Tandis que là, Ouais. le dessin est vivant.
Alors, honnêtement, moi, ça a été probablement dans les lectures qu'on a faites, celle qui m'a surpris le plus. J'ai fait un wow. Et aussi, un auteur, pourtant, lui, c'est même pas vraiment un auteur de base, là. Pas besoin de mettre des bulles de 200 caractères et de 300 mots comme Scott Snyder a fait que tu finis par te mêler. La lecture est simple, se fait rapidement. L'histoire, l'émotion se passe par le dessin. Les bulles sont là pour te donner des traces de l'histoire. Et normalement, une BD, c'est supposé d'être ça. Tu es supposé d'être mené par le dessin. Tout est supposé découler. Puis les dialogues sont supposés juste te faire raconter l'histoire. Ils ne sont pas supposés d'alourdir ton moi, écoute, expérience. je l'ai lu rapidement. Assurément que ce ne sera pas long à relire quand je vais avoir le numéro 2, juste pour replonger dans l'univers. Puis, garde, c'est un beau plaisir. Là, il reste encore 2 numéros. Puis aussi, côté qui était le fun, c'est le Black Label qui a plus de sang jusqu'à maintenant. Oui. Ah oui. Et la couverture est superbe. L'espèce de montage où elle est en espèce de glacé sur un papier plus rough en dessous. Ça me fait rire. Hein. Je parlais de Murder Falcon. C'est presque un copier-coller d'un des covers de cette série-là. Ah ouais, quand même. Ben, mais clairement, moi, je vais aller me le pogner, là, Murder Falcon. Il faut que je lise ça parce que ça m'a hypé au bout, là, cette BD-là. Et pendant qu'on est là-dedans, puis je me souviens pas si toi, tu l'avais fait, Pat, mais Arlene, qui est selon moi, je sais que je suis tannant avec ça. Moi, Arlene, là, je vais être franc avec vous autres, là, je vais vous laisser en parler là, mais je suis plus capable. Tu n'entendras plus parler après. C'est fini. Ça. Ben oui, c'est ça. Tu vas voir Bird of Prey dans un mois. C'est que tu vas pas arrêter de nous écœurer avec ça. Écoute, Arlene, là, en ce moment, là, c'est pour la BD américaine Rémi Girard. Plus capable, sacrément. On le voit moins, Rémi Girard. Oui. Dans mon livre à moi, t'es encore bonne pour une coupole de bois. Hey, gars, je partage 100% de ton opinion. Plus capable. Je suis tanné de la voir. Mais, force est de constater que s'il y avait quelque chose à lire sur Harley Quinn, puis que s'il y avait quelque chose qui manquait à ce personnage-là, c'est-à-dire de nous raconter sa future origin story d'une bonne façon, intelligente et le fun, ils ont réussi. Tout dépend. C'est parce que moi, je vais le prendre sur 2 niveaux. C'est parce que en lisant Arlene, ce que je me suis découvert, c'est que j'ai eu plus d'intérêt à suivre l'évolution de Deux-Faces. Two-Face! Two-Face, sérieusement. La genèse de ce personnage-là, là-dedans, est incroyable. Jusque dans le 3e tome où tu arrives dans Arkham puis qu'il pète sa coche puis tout ça part. C'est bon. Là, tu fais comme... Lui, là, c'est mon gars, qu'est-ce qui se passe avec lui. Tandis que Arlene, ce que je... Bon, ça vaut, ça s'en allait. Dans les 2 premiers numéros, j'avais du plaisir à voir sa folie y aller, puis tu sais, de voir qu'elle est convaincue qu'elle va être capable de se sauver, puis que Joker la brainwashait. Sauf que dans le 3e, c'était rendu triste, là. C'était rendu, tu sais, le stéréotype de la fille qui dit « je peux le sauver », là. Ben, je pense que c'est ce qu'il voulait exprimer, puis moi, ce qui m'a déçu du 3e livre, c'est pas parce que c'est encore aussi génial que les 2 autres, c'est que, puis je respecte l'auteur pour ça, il a pas voulu nous surprendre. On sait où ce que ça s'en allait. Il n'a pas voulu nous faire une grosse big twist pour nous dire « Regarde, j'ai fait une grosse big twist. » Puis quand tu le lis, c'est correct, je suis en paix avec ça. Mais souvent, Harley Quinn, c'est un personnage qui est utilisé chez DC, c'est un peu leur Deadpool. Tu sais, c'est un personnage qui va être over the top, qui peut se permettre d'assommer Superman avec un marteau, puis tu sais, elle va faire n'importe quoi, briser le 4e mur. Mais là, ils ont décidé vraiment de la prendre d'une manière sensée, humaine, puis dramatique. Tu sais, il n'y a pas d'humour dans Harley. Puis quand on y pense, il n'y a pas vraiment de manière de raconter son origine en y allant de manière humoristique. Il fallait qu'il traite ça de manière sérieuse et ça prenait ça pour venir grounder un peu le personnage. En fait, moi, ce que j'ai aimé, puis je le ferais, regarde, je vais même aller plus loin, je ferais lire ce livre-là, moi, à de jeunes adolescentes. Oui. Pour leur dire, vous trouvez ça cool, là, mettre des photos du Joker puis d'Harley Quinn, là, puis vous trouvez sympathique de souhaiter une relation comme celle-là. Là. Mais tu sais, la relation avec le Bad Boys. Ouais. Vous comprenez pas là, à quel point... Pour combler un vide que tu peux avoir, parce que tu sais, t'as eu des... Parce que elle, Arlene, c'est qu'on avait parlé, son nom Harley venait du fait que le mot d'elle, il appelait Harley comme Harley Davidson parce que les profs la ridaient comme ils voulaient, mais elle a eu une aventure avec un prof. Tu sais, c'est quelqu'un qui était... Elle était brisée. Elle était brisée, elle était pas sûre de elle, mais elle était convaincue qu'elle pouvait aider les autres, mais en étant brisée elle-même, ça ne pouvait pas fonctionner. Puis même quand tu as donné une numéro, là, qu'est-ce que ça commence à donner des permissions à Poison Ivy et autres, parce que tu vois qu'elle ouvre les vilains parce qu'elle leur borde plus que d'autres choses. Mais moi, j'étais un petit peu déçu de sa relation qu'elle avait avec le Joker, du fait que c'était vraiment très, très amoureux. Et je ne ferai pas de spoiler, mais la dernière page avec Batman et Alfred, là, j'ai fait « Oh yeah! Merci, vous venez de sauver la série en une page. » Ah oui, Batman est incroyable dans cette série-là. Il n'est pas utilisé beaucoup, mais il est bien utilisé. Sérieusement, là, tu le vois à 2-3 cases, il mange une volée contre Killer Croc puis il pète un peu la gueule aussi. Mais
le dernier dialogue avec Alfred, là, j'ai comme fait, c'est tellement génial, c'est tellement parfait. Là. Et tu vois, si on en avait fait un film de ce trois parties-là, ça aurait été un succès. Il y a de quoi là. Il y a de quoi là. En animation ou encore en vrai, il y a de quoi. Sérieusement, l'artiste justement, qui a travaillé sur Darkness et compagnie dans le temps chez Image, il y a un dessin qui ressemble un petit peu, mettons, à du Sean Murphy au niveau des lignes, des traits, mais il a travaillé tellement fort sur les couleurs. Les couleurs sont tellement vives et chaque couleur a une importance dans son dessin, puis c'est ça qui est le fun. Surveillez d'ailleurs le hardcover qui va sortir le 11 février prochain. Avec un acétate. Il est superbe. Il va valoir les 40$ que vous allez investir parce que moi, il sait hisser ce TP-là dans mon top 3-4 des meilleures histoires de l'univers de Batman, là, de choses que je donnerais à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics, puis je lui dirais, regarde, lis ça, là. T'as pas besoin de rien savoir. Tu vas aimer ça, tu vas passer un bon moment. Puis, tu sais, c'est un peu le contraire de Dead Hurt. Tu sais, il y a beaucoup de stock d'écrits. Tu sais, il y a beaucoup de bulles. Mais contrairement à Snyder, ça se comprend, puis ça se lit bien. C'est presque un roman. Là. Puis, honnêtement, je vous le conseille. Killer Smile, le problème, c'est qu'Arlene est arrivé avant. C'est ça le problème. Oui, c'est poche. J'ai l'impression qu'ils ont eu la même idée, sauf que Jeff Lemire, il a décidé de le traiter avec un autre personnage qui n'est pas Arlene. Moi, j'aime beaucoup le trip que ça donne, mais ça serait me mettre la tête dans le sable de dire qu'il n'y a pas des grandes similarités entre les deux bandes dessinées. Non, c'est incroyable. C'est presque la même chose. On va voir comment il va faire atterrir tout ça, mais effectivement, ça semble être la même idée. Par contre, j'aime beaucoup le trip dans lequel ça nous embarque, puis comment c'est dessiné. Moi, c'est Sorrentino, je crois, l'auteur. Moi, j'aime beaucoup son style. Mais effectivement, ce que tu faisais remarquer, il y a pour ceux qui nous écoutent, là, la première page du deuxième, là, il y a comme un gros 2 pages où tu vois tous les super vilains qui sont comme dans un café. Puis c'est dans le rêve du personnage. Puis ils nous ont mis Two-Face en plein milieu. Bonne idée. Il va être sur les 2 pages, sur 2 cases, mais la reliure fait que ça écrase son visage. Fait qu'on le voit pas. On le voit pas. On a comme rien qu'un bout. C'est maladroit. Tu vois ses 2 épaules avec ses 2 bras, mais tu vois c'est tellement de la merde comme dessin. Là. C'est quelqu'un qui a pas... un autre fan de Rob Liefeld. C'est ça. Fan des tonnes de Non, mais... C'est terrible. Moi, là, j'ai pas compris comment un éditeur, il y a un éditeur en chef là-dedans. Il y a un gars qui s'occupe de la reliure, qui s'occupe du rendu de ça. Comment quelqu'un a pu penser que le rendu allait être acceptable, à moins que tu casses la BD? Non, ça, c'est inacceptable. On peut comprendre que ça sort en single, que ça arrive après en trade paperback, que tu peux pas C'était l'ouvrir, pas prévu, que c'était pas prévu pour ça. Sauf que là, il sort avec une reliure qui fait 5 mm de large. Fait que c'est sûr que tu peux pas ouvrir tes 2 pages. En tout cas, regarde, je vais lui laisser une chance d'atterrir, comme Jean-Luc. Puis, un peu comme je faisais le parallèle, puis moi, c'est ce qui décrit le mieux la situation de cette bande dessinée-là, c'est que tu arrives pour présenter de quoi de révolutionnaire, puis au moment où tu rentres dans la salle, il y a quelqu'un qui est en train de faire la même présentation que toi, mais avec plus de moyens que toi. Mais vous souvenez-vous des années 90, là, quand on avait toujours 2 films avec la même thématique? Armageddon, puis après ça, tu sais, Volcano, puis l'autre... Sommet de danse. C'est ça, écoute, c'est exactement ça. Je pense que la série de Jeff Lemire, c'est le Sommet de danse. C'est le Pierce Brosnan des deux. Oui, c'est ça. Vous êtes, tu sais, je suis un peu trop enthousiaste, puis vous êtes un petit peu de mauvaise foi. On va laisser quand même la série se terminer. Je conseille à dire que moi, c'est vraiment le vibe Fight Club qui fait que... Tu sais, déjà qu'on a Arlene à côté, mais je revis exactement la même histoire que Fight Club, mais bizarre, c'est comme... Puis j'étais sérieux quand je disais ça tantôt. Tu sais, Arlene, là, cette œuvre-là, l'auteur, là, tu vois que c'est son projet passionnel, ça a été réfléchi, puis tout. Joker Smile, là, tu sais, Jeff Lemire, carrément, il a fait ça en 2 BD. On voit qu'il a pris un chèque. Non, il n'a pas pris un chèque. Lui et l'artiste travaillent sur une autre série qui est super bien cotée en ce moment. Peux-tu lever un point, là? Quand vous avez fini le 2e numéro, est-ce que tu pensais que s'il n'y en avait pas d'autres, tu avais à la fin quand même? Moi, j'ai l'impression que je pouvais finir ça là, puis je l'avais fini, non? Je dirais que j'ai pas d'opinion sur le sujet. J'ai pas d'opinion. Oui, sérieusement, il y a plus que j'ai voir sur le net s'il y avait vraiment un 3e parce que je pensais que c'était fini. Bon, ouais. Mais je vais dire comme Jean-Luc, je vais le laisser atterrir. C'est 3 numéros. On va attendre de voir le 3e. Effectivement. Mais écoute, à date, Black Label, là, on a toujours peur du 3e numéro. Là. Écoute, c'est terrible. Là. Je me souviens toujours, parce que ça... Alan s'en souviendra aussi. Tu sais, l'été là, où on avait plein de 3e de toutes les trilogies de films et que ça a pris un prêt de DVD pour que je décide d'écouter les 3e films d'un paquet d'affaires que je n'avais pas écouté parce que je trouvais toutes que c'était de la merde. Black Label recommence. Black Label recommence. Parce que c'est comme si
au niveau du Black Label, il y a eu un engouement, il y a eu une idée géniale de ressortir quelque chose. Il y a eu le clash où ils ont mis fin à Vertigo. Et là, on dirait qu'ils ne savent pas où s'en aller. Mais exactement. Puis en plus, c'est le problème d'édition que DC a eu. C'est que en partant, on a eu Batman, on a eu Joker, on a eu Harley Quinn. Là, on est rendu avec Wonder Woman. Mais tu sais, il n'y a rien qui est sorti. Il y a peut-être rien de Question jusqu'à la date qui, lui, il sort vraiment de tout et qui est différent. Sauf que en plus, c'est tous des trucs, ça fait au-dessus d'un an que ça commence à sortir, et puis on commence à avoir les fins là. Regardez, juste pour vous donner une idée, là, toutes les Black Label, le fait qu'on vous en parle maintenant, là, pourtant, il y en a qui ont commencé à faire longtemps, c'est qu'ils ont tous sorti au mois de décembre. Ah oui. Il y a 5 Black Label qui ont sorti dans le même sacrement de mois, puis c'est toutes des BD entre 6 et 10 piastres chaque. Ah non, ça avait aucun bon sens. Puis, normalement, c'était supposé d'être fini avant, puis il était même pas supposé en sortir un par mois, ça devait être un à tous les 2-3 mois. Mais ils ont tellement une misère à les publier, à les sortir à temps, que tout a été rushé. Moi, j'avais vu ça comme des cartes blanches à de grands artistes, et c'est pas ça que j'ai pour l'instant. Oui, et c'est pas ça que j'ai. Puis si on regarde le preview présentement, Black Label, il n'y a plus rien qui sort en format prestige. Là, tout ce qui reste qui vient là-dedans, on a Curse of the White Knight, on a Hellblazer, on a Joel, ça gagne. Joel, puis c'est tout du single en format normal. Oh, il n'y a plus rien là, de format prestige. Ça fait qu'il faut qu'ils repensent leur branche parce qu'ils sérieusement, là, ils ont réussi à se péter la gueule en un an et demi avec. Non, moi, je pense que leur véritable essai là, intéressant, tremplin, c'est The Question aussi, je suis d'accord. Parce que ça, c'est aller chercher de l'obscurantisme total de BD. Là, c'était la mission, je pense, du Black Label, de faire ça, d'aller chercher des... c'est justement, c'est ça que ça devait être. Quand on savait en plus que le Black Label se rapatriait, se réappropriait... Kingdom Come, New Frontier, des trucs de même, puis là, tu arrives, puis là, tu dis, OK, oui, c'était tous des projets à part qui étaient originaux, puis qui venaient de grands artistes ou de gens qui avaient décidé de faire quelque chose d'original. Puis là, d'un coup, tu as ça. Hey, la snipe. Quand tu te rends compte que tu arrives présentement avec le dernier preview qui vient de sortir, puis que tu vois que tu as plus de hype pour le Adam Strange de Mitch Gerads puis de Tom King que tout ce qu'il y a eu dans Black Label, tu fais comme... Okay, il manque de quoi, là? Il y a quelque chose qui a manqué. C'est super intéressant. On n'enlève rien au Black Label, mais pour la quantité qu'il y a eu et la qualité qu'il y avait, le ratio est pas super. Mais il n'y a pas eu un statement de DC, justement, disant que... Oui, ils vont revoir leur stratégie de publication. Parce que ça a trop dérapé, même pour eux autres. Écoute, les retards n'avaient pas de bon sens. On s'attendait peut-être un peu trop à ce que Black Label, ce soit un signe de qualité. Mais dans le fond, c'est qu'ils vont laisser les auteurs qui veulent travailler là-dessus le faire comme ils veulent. Non. Par contre, c'est ça, on le voit dans les lignes éditoriales. Parce que je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites on a eu des suites, mais en même temps, c'est des suites qui ne seraient jamais arrivées dans la continuité traditionnelle. Ouais, mais moi, j'ai l'impression, mettons, la semaine dernière, ils ont carrément dit à Snyder, on t'a coupé ta série, t'as pas eu ta fin, on va t'adonner chez Black Label. Tu iras écrire ton 12 numéros, puis il a fait, il a pu raconter son histoire à cette heure, c'est pas bon, mais au moins, il y a eu l'opportunité de le faire. C'est con, parce que de la façon que Black Label avait été présenté, ça avait été présenté comme le Max Comics de Marvel à l'époque. Donc, adulte, 18 ans et plus. Donc, des meurtres, du sang, de la nudité. Parce qu'on se rappelle-tu tout de Supreme Power? Il y avait un numéro de 22 pages que tu avais Hyperion avec sa blonde qui était 22 pages complètement tout nu en train de tuer des humains. Tu sais, une branche qui était adulte. Là, on se ramasse avec du comic qui est sur les tablettes normales PG-13 avec les histoires qu'il y avait là sur le Black Label. Pourquoi, sacrement, c'est Black Label? C'est le même calice de comic que je l'ai côté. Puis en plus, après avoir... tu sais, c'est comme un lancement avorté avec plein de ratés après avoir sabordé Vertigo, Colin. Ouais, c'est surtout ça, je pense, qui fait mal. Mais, le côté adulte n'est pas là, puis je pense que, tu sais, là, tantôt, j'en parlais avec Wonder Woman qui a plus de sang. C'est supposé d'être 18 ans et plus, ça fait que, allez-y sur le gars, allez-y dans le trash, allez-y dans... On sort du comic normal. Non. Pas nécessairement, parce que je comprends le point de vue que tu apportes avec la série Max chez Marvel, mais tu sais, Vertigo, c'était pas à propos nécessairement de mettre sexe ou de la violence. Vertigo. Non, je sais, mais c'était un peu comme le HBO Vertigo. Là. Ça pouvait être un auteur qui arrive avec son idée, il faisait ce qu'il voulait, t'as raison. Mais en fait, tu pouvais prendre un Swamp Thing ou un Constantine puis de raconter une histoire sans les barrières traditionnelles du comic. En fait, les gars, c'est ça. C'est que ce que Black Label devrait être, c'est ce que Harleen a réussi. C'est-à-dire un gars qu'on n'a pas vu ni Ève ni Adam, on lui a donné carte blanche, il a fait ce qu'il voulait faire. Pas juste ça, c'est parce que les barèmes devraient être cassés. Parce que même dans Harley Quinn, la scène de sexe, il aurait dû l'avoir un point, c'est tout. C'est parce que tu es supposé de... Non, c'est parce qu'il faut que tu comprennes que si tu veux te démarquer puis lancer quelque chose qui est là, ils ont paniqué à cause du bat de pénis.
Direct en montrant, ils nous ont montré Ouais. que leur ligne éditoriale, ils ne voulaient pas respecter puis ils ne voulaient pas prendre de risques. Ben, Ils ne veulent pas prendre de risques puis ils veulent garder ça très si l'auteur veut le prendre, fine. Moi, j'ai pas besoin de voir les boules d'Harley Quinn pour Non, apprécier non. la BD. Regarde. Si l'auteur veut lui mettre puis qu'il trouve que c'est Ils pertinent, peuvent pas qu'il le fasse, oui, parce que DC ne veulent pas. Mais j'avoue que DC ont une mentalité un peu plus conservatrice Parce que chez Marvel. là, on voit clairement que cette controverse-là a fait mal à la lignée Parce Black que Label. je voyais prendre, justement, tantôt je parlais de Shane Murphy, sa première run de White Knight, là, hein, il a fallu Ils qu'il l'ont change. censuré. Il a fallu qu'il change les bulles de place parce que Harley Quinn, on la voyait tout nue là-dedans. Puis DC a fait c'est parce qu'on voit trop nipples, s'il vous plaît. Est-ce que tu pourrais mettre les bulles par-dessus, s'il vous plaît? Ouais, ils l'ont censuré, celle-là. Écoute, mais c'est parce que là, je m'en voudrais, puis le temps avance, puis je veux qu'on parle un peu de télé, mais je m'en voudrais de ne pas dire un seul mot sur Golden Child de Frank Ah, Miller. Seigneur. Alors, ça sera un seul mot, marde. Bon. J'ai quand même lu 2 pages, puis après, là, j'ai passé au suicide, à l'apocalypse, au génocide, puis j'ai arrêté. Frank Miller, c'était un grand auteur de bande dessinée. J'ai acheté Golden Child en me disant, dans le pire des cas, au moins, il aura fait ce qu'il veut. C'est justement du Black Label. Je le défends pour ça. Là, il vient de tomber. J'achèterai plus de Frank Miller. Pour moi, c'est plus... Il est mort, c'est fini. Ben, il n'est pas rien que mort. C'est plus un auteur intéressant. Il a écrit vraiment une BD de merde. Là. Puis si c'était pas Frank Miller, jamais, ça aurait été publié par personne. C'est un affront à l'intelligence. On dirait qu'il est retombé à 5 ans en écrivant ça. C'est de la Écoute, merde. Vous disiez que j'étais Puis- déchaîné, là. Hey. Continue. Sin City, c'est génial. Dark Knight Returns, c'est une des BD les plus importantes de l'histoire. Mais là, ce gars-là ne mérite plus de faire de la BD. Puis c'est triste là, de savoir qu'il aurait pu donner cet argent-là puis le projet. Puis faire travailler l'artiste qui est cool, là, Gabriel Grampa, je Non, pense c'est qu'il Raphaël s'appelle. Grampa. Raphaël Mais Grampa. sérieusement, là, pour les dessins, Raphaël, le Grampa, c'est beau. C'est Je trouve correct. ça affreux. hein. Ben, il a pris le style de Frank Frank Miller, Miller, puis là. genre, il a donné il l'a peaufiné un Moi, petit d'après peu. moi, c'est parce là. que Frank Miller shake trop, puis il est plus capable de dessiner. Là. Ah, il est plus capable d'écrire non plus. hein. Ah non, sérieusement, il me fait penser à certaines célébrités qui, après avoir atteint un certain âge, devraient partir avec la gloire qui leur est due. Ouais, là, Puis c'est le juste- mononcle déplacé. Là, il est en train de briser son héritage. Puis c'est Ouais. pas chic. Ah, mais c'est pas rien que ça. C'est parce que en plus, c'est un gars qui pile par-dessus ses convictions. Il a été gauchiste, il a été de droite, il a été gauche, il a été ça, il a été... En tout cas, c'est parce Ah, que c'est là, terrible. je sais même- en lisant ce BD-là, à moitié, tu sais même plus ce qu'il est. C'est parce que après avoir chié cette administration Trump et autres, il est devenu pro-Trump. Je comprends plus. Là. Puis Garde. pourquoi dans une bande dessinée, il faut que tu sois autant Pro, sur contre. l'actualité américaine courante, là? Puis on va se le dire, là, regarde, je vais vous le dire, je vais vous le débâtir en une seule phrase, ce petit comique de marde-là. Là. L'histoire, là, c'est que Darkseid organise une élection américaine. Puis il manipule le Joker qui manipule Donald Trump. Rien qu'avec ça, là, la voix pas une me coupe, blague, j'ai de là, la misère à c'est- finir. J'aimerais ça Écoutez, niaiser. c'est J'aimerais pas- ça c'est pas une inventer joke, ce là. connerie-là. Écoutez, Et moi, c'est même pas fait de manière à droite. C'est pas une joke. J'ai travaillé toute la fin de semaine, là. Puis je vous en ai entendu parler par moment quand je vous mettais pas sur Sourdine parce que vous êtes, comme je le dis toujours, de véritables pis sur Messenger. C'est terrible comment Faudrait ça faut que publier je- un livre avec Il faut ça. tellement que je relise de pause pour comprendre où vous allez des fois. Là. Puis là, quand vous m'avez parlé de Trump et de l'élection réorganisée... Là, Par Darkseid. écoute, Colin, Par écoute. Darkseid. Non, mais tu sais, savais que- Frank Miller nous avait montré qu'il faisait de la merde avec le dernier Superman. Là. Ah, c'est terrible, ça. Trump est l'anti-live équation. Oh, hey man, Ah, tu vas voir, man. c'était horrible. Ben, Oui, ça me fait rire. Là, Ah, je vais partir mon ça feu, me c'était fait avec rire ça. en tabardouche. ça. je dirais pas ça souvent, là, mais tu sais, Frank Miller, là, il a commencé sa carrière chez Marvel. C'est l'heure de rentrer à la maison. Ah, ou, de faire un duo avec Jeff Lemay. Oh, on vient de me confirmer qu'il sera sur X-Men pour le mois prochain. Il va vous refucker ça bien comme faut. Si vous n'avez pas suivi, vous n'allez rien comprendre. OK, on finit ça avec télé, puis on fait ça quand même assez rapidement. Je vais y aller avec Dracula en premier parce qu'il y avait beaucoup de hype et tout le monde est contre moi. Moi, j'ai adoré l'épisode qui a été fait par les créateurs Ouais, tu de me laisseras Sherlock. parler aussi tantôt. Oui, c'est pour ça que je me dépêche. J'ai trouvé ça excellent. J'ai bien aimé la twist du 3e épisode, mais visiblement, je suis le seul sur mon île qui a aimé ça. Voilà. OK. Et moi, sur mon île, là, je vais vous dire c'est quoi Dracula. Vous êtes beaucoup. là. Dracula. Ben, moi puis ma gang de chums sur mon île, Vous êtes là, on est nombreux. Ah comme, oui. comme tous les mutants sont Ah, Krakoa. ouais, là. là, vous êtes vraiment nombreux parce C'est que moi, ça. je regarde au C'est- loin et je suis pas mal tout seul. Non. Moi, la seule phrase là, qui décrit bien Dracula, là, c'est imaginez-vous en train, oui, on le fait, là, on est des adultes consentants, en train d'écouter un merveilleux porno, là, et où
il y a une scène agréable avec quelqu'un à genoux qui vomit après avoir fait une gâterie à quelqu'un. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui trouve un poil pubien dans sa soupe. C'est pareil. C'est la pire fin. C'est la belle fille qui est belle tout le long, mais qui a un pénis. Tu veux que je te le dise. Il y en a qui aiment ça. Là. Oh, Ouais, oui, regarde, mais c'est pas ben, toujours moi, un je te problème. dis que j'ai Moi, aimé j'ai ça. pas de problème avec ça. Là. Regarde, c'est vraiment d'arriver, là, puis je sais pas, moi, regarde, tu t'achètes une nouvelle maison, puis tu te rends compte que dans cette nouvelle maison-là, t'as malheureusement, dans un party le soir, allumé des blacklights et il y a du sperme partout sur ton plafond. Il y a du monde qui aime ça. Tu sais, je fais que des allusions sexuelles Ouais, là-dessus parce que c'est une fin que ça a comme dégradé mon esprit tellement j'ai trouvé que c'était de la grosse merde. Ben, moi, je pense que la meilleure analogie, c'est. J'ai pas écouté la série, mais j'ai compris que de un, m'intéressait pas, puis je l'écouterais pas. C'est Ken Shandé qui a dit j'ai fini le 2e épisode, je me suis posé la question, j'ai écouté la planète des singes, j'ai fait oh shit, je m'embarquerai pas là-dedans. J'en ai. Sauve-moi un peu. J'en ai que j'adore cette J'en ai. analogie-là. Sauve-moi un On va peu. commencer par... Parce que moi, j'aimais ça. Puis même la twist, que, bon, on va le dire, spoiler alert, là, et que, bon, ça se passe dans le monde contemporain. T'sais, après avoir écouté Sherlock, moi, c'était un Moi, ça milieu me dans dérange pas lequel dans le monde contemporain. je me sentais bien là-dedans, moi. C'était pas un problème. Mais moi, on va ramener ça faire. Là. Le premier épisode est vraiment excellent. Le deuxième, C'est un genre j'étais le comme crime pas de sûr. l'Orient Express. Ouais, ça là. fait du Agatha Christie, mais avec les personnages de Dracula. J'ai trouvé que ça fonctionnait, c'était le fun. J'ai eu du plaisir. Est arrivé la fin. Là, j'ai fait... Bon, c'est ça. Est-ce que c'est la planète des singes encore? C'était finalement... Ben oui, il nous le présente, puis il a marché 120 ans sous l'eau, puis là, il ressort, puis il est dans notre monde actuel, puis là, ils vont se battre contre l'arrière petite fille de Van Helsing. Puis... Non, mais les Hammer films, c'était ça, là. Hey, Ben, Dracula, il y en a un, Dracula là. Il y en a un. 72, là, c'est ça. Ouais, ils en ont fait un. Puis tu remarqueras que c'est pas celui que les gens préfèrent habituellement, puis c'est pas lui qui a poussé la franchise à continuer bien loin. C'était pas mal la fin, tu sais. Moi, que ça c'est. Dans le fond, c'est-tu comme Dracula 2000? C'est-tu Judas Iscariote puis il se fait buter par un c'était- bibliothécaire? Ouais, on va y aller avec le positif, là, tu sais. L'acteur qui joue Dracula, là, Il est génial. il est super. Il l'a très, très bien. J'aime son interprétation. Les choix artistiques qu'ils ont pris, si vous aimez les films de la Hammer, là, tu vois que c'est une série britannique, que les créateurs ils ont beaucoup d'amour pour ce style-là. Puis c'est bien rendu. Son Dracula a sa propre personnalité. Il y a de la répartie, c'est Le incroyable. choix qu'ils ont fait, je sais qu'il y a des gens qui ça lui fait grincer des dents, le choix qu'ils ont fait avec Van Helsing. Ah, moi, j'ai je trouvé l'ai que c'était adoré, la génial. Van Helsing. Ah oui, c'est la meilleure interprétation de Van Helsing. Ben, tu sais, pas interprétation, parce que tu sais, c'est pas meilleur que le personnage original. Itération. Mais itération, ouais, Ouais. merci. Ça fonctionne, Tempête. Elle est badass au bout. Elle donne une run pour son argent à ce Dracula-là. Mais le dernier épisode, c'est maladroit. On dirait qu'il savait pas vraiment où il voulait aller avec ça. Ou du moins, il y aurait eu probablement mérite à prendre un petit peu plus de temps pour mâcher ça comme faut. Puis que ça soit un peu plus thématique. C'est pas là que le personnage nous avait amené Écoute, vraiment. Puis là, tu as l'impression qu'il t'engaroche du stock. Là, pour quelque chose de... oui. Là, on est à l'époque moderne, il va arriver ça que Dracula... Ils ont perdu le temps avec des personnages pas importants. Ils nous ont amené Puis ça ils d'une nous ont manière fait apparaître plate. un tas de personnages de la mythose de Dracula. Là. Ah, Ils sont tous là. Ils sont tous tous là. moins attachants Quincy. les uns Tous que les là. autres. Hein. Tu sais, il y en a qui sont sympathiques, il y en a qui le sont moins. Puis là, t'as la fin, là, débile. Tout ce qui manquait, c'est une tourne de Coldplay. Mais c'est-tu ouvert sur une suite? Ah, ben, c'est fini. Non, c'est fini. OK. Non. Chris, oui, j'espère, c'est fini. Ils ont-tu fait un sourire dans ses cendres? Ben, Non, ça, c'était dans Dracula Bon, mort et ben. très heureux. Watchmen, rapidement. Oh mon Dieu, que c'était bon. Watchmen, Wow. c'est sérieusement, si on se pose toute une question, c'est est-ce qu'il y aurait dû avoir une série TV de Watchmen? Et la réponse est non. Ils en ont fait une et tout ce qu'on peut dire par la suite, c'est on s'en passerait plus. Non, ça a marqué le délire télévisuel de ce que c'était. La seule chose qui me fait peur maintenant, c'est que vu que ça a pogné, c'est qu'ils osent en faire une suite. Puis que, tu sais, ça me fait penser à Heroes, une fois que tu as vu la première saison, à partir de là, ça peut juste s'écrouler. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il va y en avoir une autre? Est-ce qu'on l'a C'est- annoncé? Non, Non, c'est- mais Lindelof a dit qu'il était ouvert à en faire une. Par contre, il fallait qu'il y ait une bonne idée. Il dit, tu sais, je savais où je voulais m'en aller avec la première saison, je sais ce que je voulais raconter, j'ai fait ce que je voulais. Je veux pas faire de deuxième. Par contre, c'est pas impossible. Il dit, si le monde sont encore crinqués, puis que j'ai une bonne histoire à raconter avec ça,
il va y C'est aller. un peu comme Joker, tu sais, ça c'est le piège de succès imprévu. Tu sais, je veux dire, Effectivement. Joker, Tout à tu ne fait. veux pas une suite à Joker. Je l'ai réécouté encore cette semaine, puis je pas me disais, juste ça. j'en veux pas. Tu veux-tu une suite de films dans le même univers avec Non. toujours des personnages sur Terre? Tu sais, une vraie jeunesse du Joker de même, du pingouin, whatever. Ouais, non, tu veux pas ça. On veut pas ça. C'est parce que tu sais, c'est des one-hit wonder. Mm. Puis il y a certains des trucs comme ça qu'il faut qu'ils vivent. Moi, par exemple, j'ai un seul bémol avec, avec cette série-là. Je n'ai parlé que j'en ai, puis je pense qu'on n'a pas la même vision du temps. Pas en tout. C'est qu'il y a un paradoxe. Hein, dans vous n'êtes pas d'accord? il y a un paradoxe dans le film, dans la série, puis ça m'a gossé parce qu'il y a un élément du présent qui a causé quelque chose dans le passé, qui a créé l'élément déclencheur dans le milieu de l'histoire. C'est que le futur, en parlant au passé, a créé le point déclencheur dans le milieu. Dans le fond, c'est comme Terminator. Pourtant, t'as compris X-Men. Non, le Dr Manhattan, il vit C'est tous les beaucoup moments plus du simple temps à en même comprendre. temps. Ben, Ouais, c'est c'est ce que- ça, exact. Il est partout. C'est Ben, pas c'est- linéaire, c'est une boucle. Non, c'est pas une boucle, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que la journée qui a Oh, c'est pas créé, une là, c'est que le temps n'est plus devenu linéaire, est un point fixe, où le temps ne fait que s'écraser. Le temps ne passe plus. Tant que Dr Manhattan existe, la ligne de temps n'avance plus. Parce Elle que- est poignée aux mêmes Parce places. que le Dr Manhattan, d'où son symbole, là, c'est tout tourne autour de lui. Là. Tu sais, l'affaire, C'est c'est que lui, il voit toute l'infini des possibilités autour de lui. Donc, elle est là, ta trame linéaire ou ta trame temporelle, plutôt Mais qu'on devrait c'est ça, dire. c'est parce qu'il peut créer des paradoxes sans faire exploser le temps. Donc, le temps n'avance plus. Ouais, mais le temps n'avance pas. C'est la conception qu'on s'en fait qu'il y a de la linéarité Alors, je là-dedans. voudrais juste avertir à tous ceux qui écoutent le podcast Les Injustes, vous devez avoir un bac en métaphysique pour écouter cet épisode. écoute, hey, Je vous conseille fortement d'être On un termine expert. comme on a commencé. à hein. soir, Ouais, là, mais, on est quelque chose. hein. Je m'excuse, parce que moi, je l'ai pas compris parce que je prenais mon thé au tachyon en même temps. Donc, Je vous On est conseille. quelque chose. Je Ça, vous man, conseille tous les d'être- injustes vous Mais- expliquent. Mais venant quand même de Martin qui a compris l'idée métaphysique de Batman, quel est le rôle du pion de la chauve-souris qui ne parle pas. Mais je trouvais quand même ça moins complexe que tout ce que vous m'avez raconté. Si jamais vous avez un bac en physique quantique, là, vous viendrez m'écrire en privé. Non, mais pour expliquer ce regardez, que là, avouez que c'est quand même génial d'avoir une conversation intelligente sur la BD. Ouais. Moi, Star, je le sais que dans X-Men, Tagar Mertolfoot est devenu le Phénix parce qu'elle meurt par vie à Puis, vie. Sauf que là, tous les temps se sont Hey, écrasés sur eux-mêmes. J'adore ça, moi. Puis, Tagar, même on- de le foot. on a appris quelque chose aussi avec cette série-là, c'est que peu importe le corps que Dr Manhattan prend, là, on va toujours se sentir inférieur. Ah oui? Ah, ouais. Ah oui, Ouais. définitivement. Ah, Eh puis, mon Dieu, ouais. Oui, Ah, il le descend full- au genou. Ouais, full frontal Manhattan. Et je terminerai avec Teen Titans qui en est à sa deuxième saison maintenant disponible sur Netflix. Titan seulement. Titans. Pourquoi j'ai dit Teen Titans? Excusez. Parce que Titans. c'est inspiré d'une série qui s'appelle Titan. Oui, peut-être. Je vais juste vous livrer mon commentaire. Vous en direz ce que je l'ai écouté avec ma blonde, puis on est rendu au 5e épisode. Et je trouve, puis c'est peut-être moi qui est sévère, que ça a perdu un peu de sa magie de la première saison, dans le sens où là, j'ai comme l'impression que dans la première série, c'est comme la fille qui te montrait juste son épaule, genre, hey, je viens un peu du monde des comics, check. Puis ma blonde, elle s'en rendait pas compte, mais moi, j'aimais ça. C'était comme le deuxième niveau qui m'était adressé. Dans la deuxième saison, j'ai l'impression que là, ma blonde a perdu le fil parce que la fille, elle a ouvert son jacket et elle a fait « Check mes deux boules! » Il Ouais, s'assume beaucoup dans le comics et je pense que Ouais. j'ai perdu ma blonde. Mais je sais pas, moi j'ai écouté le premier épisode, puis malheureusement, le 3/4 du premier épisode, on voit qu'il avait tourné à la fin de la première saison comme c'était prévu. Ouais. Et sérieusement, là, il y a une affaire que j'ai beaucoup aimée, c'est que ça m'a fait apprécier le Darkseid de Smallville. Trigon, moi, je l'ai trouvé beau. moi. Trigon, Ah, en hey. plus d'être laid, Écoute, il marchait. mais pas juste ça, c'est parce qu'il était supposé détruire le multivers au grand complet. Il a tué des Et corbeaux. Les nouvelles arrivent, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quatre arbres et deux corneilles de morte. On étudie le cas. Ben, Ok. imagine comment ils sont puissants, les Titans, pour avoir arrêté ça. tu sais. Non, ils l'ont pas arrêté. Il est vraiment parti d'un coup de vent. C'est encore pire que Darkseid de Ouais, non, Smallville. c'est terrible, c'est Mais terrible. gardez ça en tête, le premier épisode, dans le fond, c'est vraiment le dernier de la Ouais, saison 1. ouais, Pour ouais. quelqu'un qui va binger Ah, sur toi, tu l'as tout Netflix, écouté, là, toi. ouais, moi, je l'ai terminé. Je suis d'accord avec Martin, là, dans le fanservice, ils sont allés très, très loin. Tu sais, on a Connor qui est là, on a Crypto. On a parlé de Crypto, Justice le chien League. qui vole. Ah, C'est oui. ça, on fait référence à tout. Puis là, ben, ça me faisait penser à la série Max de Alan de tantôt. Le problème que j'ai avec Titan, c'est que je trouve que c'est mal écrit. Par contre, ils se sont dit, on y va, genre, on va couper des têtes, il va y avoir du sang, on va couper des membres, on va faire de la violence, mais ils se concentrent beaucoup à nous montrer des affaires edgy, cool, puis de la violence, puis ils vont avoir du sexe, puis mais en même temps,
il aurait dû s'attarder un Ah, mais peu tu plus vois, à écrire moi, une histoire cohérente. Ben, l'histoire, c'est elle parce que tourne là, en rond. Moi, j'ai quelques épisodes. J'ai quelques épisodes d'écouter, puis il y en a un qui va falloir que je réécoute parce que je me suis endormi dessus. Mais en fait, le problème que j'ai eu, moi, c'est surtout que il y avait une allusion au fait que les Teen Titans avaient déjà existé. C'était pas clair, puis j'aimais ça comme ça. Mais là, du moment où là, ils se rencontrent, puis nous oui, le vous montrent. rappelez-vous de Deathstroke, vous rappelez-vous qu'il est arrivé ça, notre secret, puis ça a fait perdre toute la magie à Hawk and Dove. Ça a fait perdre la magie de on n'avait pas besoin de savoir. Puis ça nous fait poser la question qu'on s'était jamais posée, c'est-à-dire, OK, mais où la Justice League d'abord? Puis on veut voir Superman, puis tassez-vous, puis ça nous intéresse. Puis Ouais, ils ont ben là, tout fait perdre. tu vas avoir Batman. Ouais, mais on le voyait qu'en Bruce Wayne. Oh non. Bon, on l'a vu un petit peu en Batman dans la première saison. Ouais, je sais, mais, Ah tu sais, ouais, mais tu en comprends dessous ce que d'une je veux roche. dire. Ça nous fait perdre le mystère qui était. Tu sais, juste quand ils se découvrent l'épaule, puis qu'ils nous font Mais- juste dire ça se peut Mais que. encore une fois, ça revient, c'est parce que malheureusement, Warner a pris le format que Netflix essaie d'éliminer à cause que, moi, comme je parle souvent, que Amazon utilise beaucoup le 8 épisodes. Netflix, présentement, même avec le Witcher et compagnie, tombe beaucoup sur le 8 épisodes, parfois le 10. Le 13 épisodes, quand tu as quelque chose qu'il faut que tu étires pour le bâtir, parce que on se le cachera pas, tout le monde le sait que ça finit. Le dernier épisode s'appelle Nightwing. Ça fait que Nightwing, tu le vois pas avant le 13e C'est épisode. bien Donc, trop long. si tu sais que tu as 13 épisodes, déjà que Robin, là, Dick Grayson, au niveau de son acceptation, il y a eu 13 épisodes de marde en première saison parce qu'il pleurait sa vie. J'ai pas encore écouté la deuxième saison, mais je sais qu'il va pleurer encore pendant 13 épisodes avant d'accepter qui Oh il est. non, attends un peu. Il y a eu un turn dans ce personnage-là, en tout cas des 5 épisodes que j'ai écoutés, où il est passé justement du gars qui voulait tout mettre ça derrière lui à je suis maintenant votre suprême leader, puis écoutez ce que je vais vous dire. Puis là, Pas j'ai fait Snow. comme. De où ça puis, arrive, ça? c'est le seul endroit où je me suis Ah, ennuyé. mais OK, tu fais. Ben, de toute façon, parlant de ça, des virements, dans le premier épisode, je sais qu'il était à la fin de la saison d'avant. Ça prend pas grand-chose à virer ce monde-là dark, hein? Non, Hey, hein? tu vires Caliste. Dark, tu revires. Hey, sérieusement, si jamais là, il y a une lumière verte qui vire rouge trop de bonheur, là, ça se peut qu'ils détruisent l'univers. Ils ont l'air sensibles émotionnellement. Ils alors. sont un petit peu Ouais, sensibles. mais D'ailleurs, c'est des Wonder, ados. D'ailleurs, Wonder Girl arrive là. Go, on sait ils ont pas 35 pourquoi. ans. En tout cas, regarde, je vais te dire, je vais la continuer, je vais la finir, mais l'élément surprise est moins présent. Le plus intéressant, c'est Connor. Je ne sais pas si vous êtes rendu Non, je suis pas là. encore là. là. Encore, Mais moi non ça, plus. c'est vraiment la surprise de la saison. C'est l'arc qui est le mieux construit. C'est clairement ce qui est le plus intéressant parce que ce qu'ils ont décidé de faire, les personnages, c'est vraiment très, très cool. Puis la manière qui est joué, ce qu'il raconte à propos de lui, c'est le fun. OK, ben le ça, j'ai reste, hâte ça, c'est un d'abord. petit peu Ah, boboche. ben, on va le rester. Hey, on y va avec un poison, mais très rapidement parce qu'on est à 1h21 déjà de Ouf, podcast. oulala, et ouais. on se le dit, ça prenait le bac de métaphysique pour comprendre cet épisode-là. Ah, donc, on voudrait c'est s'il vous très plaît, safe. faire baisser le niveau d'esprit, s'il vous plaît, en terminant en poison. Voulez-vous que je commence? Ouais. Ouais, tu peux. Bon, il va prendre du temps. Non, c'est parce que je trouve que notre épisode est très négatif aujourd'hui, puis je trouve ça dommage. J'étais super positif. Ben, je trouve ça dommage parce qu'on a planté beaucoup de choses. Puis... Pas en tout. Veux-tu bien me laisser finir? T'es en train de me planter pendant que je suis en train de dire qu'on Mon plantait du poison monde. préféré est le cyanure. Non, je suis en train de me dire qu'on a été véritablement des injustes. Je pense que j'ai pas vu un épisode où on a été aussi critique que depuis Jurassic World sur beaucoup de sujets. Hey, on a été 35 minutes super positif, c'est Ben X-Men. oui, exact. Oui, mais toi, mais t'as pas il y a juste compris. nous autres qui avaient compris. C'est nous autres, en tout cas, je suis pas sûr si c'était positif, en fait. Je suis pas sûr d'avoir compris. C'est tout le temps plus facile de parler de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on aime. On a tout Ah, t'as trippé raison. sur Wonder Woman, puis T'as raison. on a passé super rapidement. Mais je vous dis ça comme ça parce que mon poison est encore une critique qui est un peu négative. Puis je sens qu'on avait ce mood-là. Puis c'est correct, il faut le dire. Il faut que ça sorte. Mais on a le droit. On a parlé de Frank Miller tout à l'heure, qui pour moi est maintenant officiellement décédé. Là. Je veux dire, Golden Child, c'est de la calice de marde. Je vais sacrer, c'est de la crise de marde. J'ai jamais vu une marde aussi grosse crise de marde que ça. Là. J'ai lu des affaires qui étaient pas bonnes, là, mais ça, avoir le goût de crisser une bande dessinée dans le mur, là, C'est ton poison, Martin, Non. c'est positif. non. Parce que l'autre Mais- qui est mort pour moi, là, c'est Kevin Smith. Ah, ça. Tu parles de la pute influenceuse? J'adore Kevin Smith comme un frère. J'aimais ce gars-là, mais malheureusement, il est mort dans les années 90 puis il est resté là. J'ai eu l'occasion de voir le dernier Jay and Silent Bob reboot qui a pas fait le cinéma et j'ai compris pourquoi. Là. Ben, j'ai lu les critiques sorties parce qu'il est sorti sur DVD cette semaine sur Exactement. Facebook. Là, le monde sont raides. C'est de la marde. De la marde. D'abord, il s'auto-félicite puis il s'auto-suce tout le long du film. Il est rendu mince, il peut. Il peut. C'est rempli de messages de « faut que vous virez vegan ». là. C'est des reprises de jokes. Je sais que le titre du film, c'est « Reboot », là. Puis c'est « Remake », là. Mais t'étais pas obligé d'aller aussi loin que ça.
il règle ses problèmes avec Ben Affleck, puis il en fait une scène émotive où il y a finalement juste lui qui va trouver ça émotif parce qu'on s'en calisse de sa chicane avec Ben Affleck, tu comprends? Et il fait jouer sa crise de fille qui est pas bonne. Arrête, man. Elle est pas bonne. Arrête ça. Elle était bonne dans le dernier Tarantino? La fille de... elle faisait qui? Oui. Elle joue une des petites hippies. On la voit à peu près 3 secondes. Ok. Je pense qu'elle Ouais, a ok, un il mot fallait dans que le tu film. l'expliques parce que Ok. je me Ouais. souvenais pas Moi, d'elle. je vous voyais en face. Je la cherchais tellement. Je la là. cherchais en hostie. parce Es-tu que- aussi bonne que la fille de George Lucas dans L'Attaque des clones? Non, celle-là, on pourrait lui donner un Oscar à comparer à Harley Quinn. Ah ouais? C'est Ouais, parce que sa fille s'appelle Harley Quinn en passant. Je voulais pas le croire qu'elle s'appelait. Ça fait que t'as Cage, que son fils s'appelle Kal-El, puis lui, sa fille Elle s'appelle Harley Quinn Smith. Puis elle est pas bonne. Fait qu'arrête, OK? Puis c'est pas bon. Fait On a que, peut-être je pense besoin que, d'être positif. je pense que Kevin Smith, pour moi, là, comme Frank Miller, il est pour l'instant, à moins parce qu'il est encore jeune, là, mais pour l'instant, il est mort. Il avait fait sur DVD, Kevin Smith, ça s'appelle les Evening. Evening with Kevin Smith. Puis Puis tout ce qu'il dénonce là-dedans, là, Il est devenu ça. il est devenu ça. Ce gars-là est comme George Lucas. Il est devenu le monstre. Mais il est tu- devenu le monstre. Tu Il est penses devenu ce qu'il qu'il dénonce. est venu, qu'il est comme rendu une victime de son média parce que veut pas, vu qu'il tu sais, comme je disais que c'est une pute influenceuse, c'est à peu près ça, il vit de l'Internet Oui. et des sponsors qu'il a. C'est que dans le fond, il s'est vendu à tout ce que le monde le paye. En puis fait, certaines c'est ça. personnes- Non, oui, mais moi, je le vois encore. C'est plus pervers que ça encore, Alan, parce que ce gars-là a eu du succès parce qu'il critiquait, parce qu'il était la voix des fans. Et en étant populaire, il est devenu un ami des gens qui le critiquaient. Et maintenant, vu qu'il les connaît dans leur vie personnelle, il est plus capable de les critiquer. Que ce gars-là ait aimé Last Jedi, c'est incompréhensible. C'est la plus grande trahison du fandom que j'ai vu de ma Ok, vie. là. Il est embarqué dans l'académie. Dans Il le fond. est arrivé, c'est ses chums à cette heure, puis le temps qu'il a passé à les critiquer, ben, c'est terminé, puis c'est derrière lui. Il fait une review d'à peu près 6 heures de Endgame où il l'écoute à peu près 45 fois, puis il pleure à toutes les 2 minutes. Puis, tu sais, c'est le plus grand chef-d'œuvre. Il liche. là. Calme-toi, man. Là, tu sais. C'était pas ça. Moi, j'ai grandi avec Clerks, qui est probablement un film qui a influencé ma vie. Là. Les messages qui étaient portés dans Clerks, là, ça a influencé ma vie de jeune adulte. Je me suis posé des questions quand j'ai vu ce film-là. Chasing Amy. Moi, Chasing c'est Amy. mon film d'amour préféré. Dogma, à la limite, si on va aller un peu plus loin. Mais ça, c'est de la crise de merde. Donc, voilà, mon poison. Je vais y aller dans le positif, moi. Oui, s'il te plaît, ramène-nous ça. OK. Personnellement, à savoir pourquoi, dans les dernières années, je me suis relancé dans Albator. Il faut dire que, quoi il s'appelle, l'auteur de base, c'est Leiji Matsumoto, en ayant relancé un manga de sa série qui n'avait jamais fini dans les années 70. Mm. Ça m'a beaucoup intéressé. Puis, entre-temps, c'est v'là à peu près 6 mois, Jérôme Alquier, qui est un BDS français, Mhm. avait décidé de lancer un genre de hors-série de ces histoires-là, avec l'accord du créateur d'Albator. Donc, il a créé une série de BD, Les Mémoires de l'Arcadia, qui sont en format BD européenne, Ah, il est beau le livre. en hein? grand format. C'est beau en mots. Les pages sont en couleur, les dessins sont majestueux. L'histoire, c'est du Albator très classique. Là. Ouais, mais Donc, il est beau le livre, il est il est vraiment super beau. beau. Puis, tu sais, il se bat avec des genres de divinités qui existent du côté des Sylphides. Ça fait qu'ils vont chercher un autre pan de l'historique. C'est vraiment quelque chose qui est beau. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est malheureusement un petit peu moins bien connu. Et ce qui me fait le plus mal, là, je vais attaquer peut-être le côté libraire à pattes, peut-être faire une plainte de la façon qu'ils gèrent ça dans leur magasin. C'est une BD européenne, mais vu que c'est lié à un manga, ils l'ont serré dans le coin des BD américaines et manga à terre d'un coin, mais pas avec les Ouais. BD européennes. En Ça fait que- fer et ça, on donnage. s'en non, fout, ça. non, c'est parce que j'ai essayé de le chercher puis de le trouver. Si Pat ne me l'avait pas mis de côté, j'aurais jamais pu acheter le deuxième volume. Regarde, on s'en fout c'est placé ou c'est classé. C'est une question d'espace. Tu sais, elle pourrait être quelque part sur une Mais c'est têtière, parce elle pourrait être ailleurs, que regarde. c'est ça qui est place parce qu'elle n'est C'est- pas avec ses autres BD sur le même format, c'est qu'elle est plus dure à trouver. J'ai Ben trouvé ouais, ça regarde, un petit peu je tannant. pourrais te dire la même affaire de tel truc en philosophie ou de tel auteur classique qui est dans le bas d'une tablette ou qu'on n'en tient pas parce que le monde n'en veut pas. Mais là, la Regarde. bonne nouvelle, c'est qu'on le sait qu'elle est là. Ouais, Ouais, puis qu'on et est non. capable de la commander n'importe quand parce que Effectivement. c'est un truc à haut tirage. Effectivement. Ouais, c'est quand même un haut tirage, mais sauf que sérieusement, si vous aimez Albator puis que vous aimez des BD comme ça, puis c'est super abordable, c'est 22$ la BD. Là. Parfait.
Jean-Luc? On va continuer sur le positif. Je vais vous en faire 2, un positif puis un étrange. Ouais, mais je vais faire ça rapide. Il y a Omega Man, une bande dessinée de Tom King. Il a écrit ça il y a une couple d'années avant Mr. Miracle. Il utilise encore son 9 cases qui est rendu sa marque de commerce. Ça raconte l'histoire des guerriers qui essayent de reprendre possession d'une galaxie qui est menée par un espèce d'empereur qui tient ça d'une main de fer. Tom King, c'est un ancien militaire de la CIA. D'ailleurs, Babylone, c'est excellent. Hein? Ça m'a donné le goût de lire Babylone parce que cette BD-là, il est clairement allé utiliser, c'est Kyle Rayner, le personnage principal, un ancien Green Lantern, qui est là un White Lantern dans cette BD-là. Clairement, il s'est servi de son histoire, ce qu'il a vécu en Irak, puis il a utilisé l'univers de DC pour nous raconter ça. C'est vraiment une super de bonne BD. Ces personnages sont très, très forts. Ça m'a réconforté, puis ça m'a fait du bien de savoir qu'on était encore capable de faire de la bonne BD comme ça. Autant j'avais trippé sur son Mr. Miracle, là, il vient de me confirmer que c'est un gars qui est à suivre, puis j'ai hâte de finir son Batman, même si tout le monde a de l'air. Tous les fans semblent détester. Ah mais j'ai vraiment... tu iras relire un petit peu le dernier 2 ans, il s'est fait mettre dehors à grand coup de pied de Batman. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il y a quelque chose qui a vraiment fâché les fans après le mariage. C'est parce qu'il a été attaché à Year of the Villain. Il a été attaché à Dark Knight Metal. Le gars n'a pas eu la liberté, je crois, de faire ce qu'il voulait faire. En tout cas, j'ai hâte de voir. Là, je suis encore au début de sa run, mais ça s'est pas bien fini. Là. Il s'est fait mettre dehors à grand coup de pied. Puis l'autre chose étrange? L'autre chose étrange, merci Pat. Je vais vous parler 30 secondes d'un film qui s'appelle The Greasy Strangler, l'étrangleur graisseux. Un ovni cinématographique comme il s'en fait pas assez. C'est un film d'horreur, mais surtout un drame avec de la musique psychotrope. C'est un gars qui vit avec son père, qui se fait une petite amie, puis on tombe dans un triangle amoureux. Je vais vous dire ça, allez voir la bande-annonce. Ouais. C'est trash à un niveau que vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est dégueulasse. C'est un film que tu as le goût de prendre une douche d'eau de Javel d'une heure après l'avoir écouté. La trame sonore va vous rester dans la tête. Oui. C'est dégueulasse, c'est machiavélique. Pat a pensé à moi, j'étais vraiment content. Une belle découverte. Greasy Strangler. Allez voir ça. Et on finit avec Pat? Oui, moi, c'est un roman, encore une fois. Ben, c'est correct, ça c'est un roman de science-fiction qui s'appelle Terminus, de Tom Switterlitz, que j'ai toute la misère du monde à prononcer. Chez Albin Michel, l'idée du Terminus, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de voyager dans le temps. Ils ont vu plusieurs... Simplement, je ressors mon bac de métaphysique. Ils ont vu plusieurs... Oui, parce que ça, c'est quelque chose. Ils ont vu plusieurs milliers d'années dans le futur, la fin de l'humanité. OK. Donc, ils servent de leur capacité de voyager dans le temps pour soit la prévenir ou soit essayer de garder un contrôle sur ce qui pourrait arriver. Sauf qu'il arrive un meurtre crapuleux, quelque chose de hyper gore, là, une famille qui s'est faite massacrer, les ongles arrachés, etc. Et ils se rendent compte que le responsable de ce crime crapuleux-là a vu lui aussi le terminus et provoque l'avancement du terminus. Donc, le roman se passe en 1997 et à tout bout de champ, il se passe des événements et tu sais que la date du terminus se rapproche de 1997. C'est un mélange de True Detective, d'Inception, puis d'un délire de vaisseau spatial, de voyage un peu à la 2001, mais plus trash, plus violent. Et c'est écœurant. Ça pourrait être un film, ça? Le gars a écrit son roman avec l'aide financière de Neil Blomkamp, et Neil Blomkamp a les droits pour l'adapter. Oh, shit! Donc, que tu viens de me vendre! Écoute, le roman, là, je l'ai commencé pendant que j'étais en congé. Là. Je l'avais commencé le samedi soir, puis le dimanche, je le finissais. Ah, t'as peu, là. Tu viens de les mots magiques. J'ai le goût de citer Leonardo DiCaprio. Là, comment il dit ça dans Django? « Gentleman, you had my interest, but now you have my entire attention. » Mais écoutez, c'est écœurant. Là. Moi, j'ai toujours tripé sur les romans où il voyageait dans le temps, puis quelqu'un qui a l'intelligence d'être capable de te faire comprendre différentes boucles entremêlées, puis que tu arrives par moment où tu as des surprises parce que c'est original comment il amène le voyage dans le temps. Hey, c'est fucké. Oh wow! Je veux me procurer ça parce que je veux l'avoir lu avant que le film sorte. Donc, si jamais Neil Blomkamp font ça. Merci, Pat, pour la suggestion. Mais si on se donne rendez-vous dans 2 semaines, dans un épisode où il y aura peut-être un peu moins de comiques, vu qu'on n'aura pas pour 300$ de comiques. Ouais, on va peut-être essayer de viser, c'est la saison des Oscars et des trophées qui sortent. C'est qu'on va peut-être essayer d'en jaser un peu. Puis parler de cinéma, c'est vrai. Parler de cinéma, des prédictions.
Puis pourquoi en plus, tu sais, aujourd'hui, il y avait sorti le listing des Oscars, mais la semaine prochaine, on va voir les Razzies qui sort à partir pour lire. C'est qu'on va pouvoir faire un melting pot puis parler de tout ça. Puis de toute façon, on va faire le podcast une semaine avant la cérémonie aussi. Et donc, je sais pas si dans les dates... Birds of Prey, c'est beaucoup plus tard. Hein? C'est 7 février, je pense. 7 février, exactement. On aura l'occasion de le voir aussi. Mon Dieu, je reçois un message du futur. On me dit que Cats risque d'être très, très fort au Razzies. Hey, Cats, qui est un film d'horreur. Merci beaucoup, messieurs. Salut. Bonne soirée. Salut.